Petite présentation rapide de François-Xavier qui va plus intervenir vers la fin de la conférence pour vous parler du Manaslu et du Mérapic. Moi, je vous parle des treks en pays Sherpa, donc l'Everest et le pays Sherpa, puis je vous parle aussi du Ladakh. Même si on disait qu'on parlait du Népal, ben, ça fait partie de nos voyages en Himalaya et je pense qu'il est bien pertinent d'en parler. Si vous avez des questions, il y a un petit icône en bas, le chat. Dans le chat, en fait, vous pouvez mettre des remarques. Si vous avez des questions et réponses, il y a ça aussi. On verra comment on fonctionne. Peut-être qu'à la fin de ma présentation, je répondrai à des questions. On en regardera pour la fin, là. Donc, allons-y comme ça. Nous, on ne vous voit pas. Donc, si vous levez la main, quoi que ce soit, il n'y a rien qu'on fait. Voilà. Alors, je partage mon écran. Veux-tu rajouter quelque chose? Non, j'allais juste dire que si vous avez des questions précises, vous pouvez aller dans la section Q et R, questions et réponses. Puis un ou deux va les voir s'accumuler, puis on va y répondre soit verbalement ou à l'écrit durant la présentation. OK. Donc, go, on y va. Alors, je sais. Alors, ce qui est plate sur les 50 quelques personnes qui sont là, c'est que j'imagine qu'il y en a qui ont fait des voyages avec nous. Il y a peut-être des gens qui sont allés au Népal, qui veulent vérifier si on dit des conneries. Ça, c'est sûr que oui. Et il y a des gens qui nous connaissent, qui vont apprendre à nous connaître ce soir. Donc, Caravanier, voyager, agir, je m'étire pas là-dessus parce qu'on a comme pas mal de choses, mais voyager, ça va de soi. Et agir, ça devrait aller de soi. Donc, on fait évidemment attention à plein de choses. Je vous mets une petite image ici. Là, j'ai présenté François-Xavier tout à l'heure rapidement. Je vous le représenterai tantôt. Moi, je suis celui avec le chien. Donc, il y a 25 ans, en fait, Caravanier va avoir 25 ans on est le 16, donc dans 14 jours, le 30 janvier. J'ai fondé cette entreprise-là avec Suzanne et puis il y a toujours eu des chiens dans l'entreprise. Vous devinez que c'est plus le même. Je vous disais, agir, depuis 2008, on compense entièrement pour les GES et on redonne à Planétaire et on ajoute aussi 1 Donc, dans le prix de votre voyage, il y a environ 2,5 du prix qui sert à redonner autant en haut ici, vous avez une petite école qu'on a construite au Népal et beaucoup, évidemment, par les temps qui courent à des causes environnementales. Donc, c'est important pour nous et c'est inclus. Vous n'avez pas le choix. On y va tranquillement. Je fais juste vous dire qu'à chaque soir, il y a un examen sur les choses que les guides racontent pendant la journée. Et comme on a vos numéros de carte de crédit, si vous faites trop d'erreurs, ben, le prix du voyage augmente, c'est prélevé automatiquement. Fait que vous avez ici, ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est Sir George Everest, donc cartographe du 19e siècle qui n'a jamais vu l'Everest, mais on a quand même donné le nom de la montagne, de ce personnage à cette montagne-là. Dans la petite histoire ici, il y a un bonhomme qui est particulièrement important, le plus grand mystère de l'histoire de l'alpinisme, George Mallory, 1924, qui, on ne sait pas s'il a atteint le sommet, et on a retrouvé son corps en 1998, relativement bien conservé. Il avait une jambe cassée. Donc, on devine évidemment qu'il a tombé. Et on ne sait toujours pas s'il a atteint le sommet. Si un jour on trouve l'appareil photo de son partner, Sandy Irvine, peut-être on le saura. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Les premiers à avoir atteint le sommet, Hillary et Tenzing Norgay. Un peu de géographie aussi. L'Himalaya, ça commence en Afrique du Sud. Alors, vous voyez ici la petite île que vous reconnaissez encore peut-être, qui est Madagascar. Et tout à côté de l'île, c'est l'Inde. Donc, l'Inde est partie de l'Afrique du Sud, racler le fond de l'océan, ramasser des coquillages, ce qui fait qu'à 8000 mètres, on retrouve des coquillages, des formations géologiques qu'on retrouve en Afrique du Sud. Et l'Inde vient percuter un mardi soir, il ne fallait pas être là, le plateau tibétain. Donc, il va soulever le plateau tibétain et c'est pour ça qu'on appelle ça le sous-continent indien, parce que l'Inde rentre sous l'Asie
et le soulève à une altitude moyenne de 4200 mètres. Et puis, la jonction entre les deux, ça donne naissance, évidemment, à l'Himalaya. Alors, une petite vue satellite de ça aujourd'hui, bien, vous avez l'Himalaya qui est ici. Et vous avez ici cette espèce de tache-là qui est le deuxième plus grand désert du monde, qui est le désert du Taklamakan. Hein. Ce n'est pas un nom qui est très familier pour nous. Et au nord et au sud, il y a ce qu'on appelle, par contre, ce qu'on connaît, c'est la route de la soie. Puis il y a des magnifiques chaînes de montagnes aussi en Chine, mais l'accessibilité est pas mal plus complexe étant donné que c'est en Chine. Mais ça serait très le fun d'aller se promener dans les Tian Shan. Un jour. Ce soir, on va vous parler de quelques treks dans la région de l'Everest. On va vous parler aussi du Manaslu, puis je vous parle aussi du Ladakh. Fait que juste pour vous situer rapidement, évidemment, le Népal, c'est un petit pays qui est entre l'Inde et la Chine, donc deux géants. La capitale, Katmandou. L'Everest est ici. Le peuple Sherpa, donc, habite ici. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent croire, Sherpa, ça ne veut pas dire porteur, ça veut dire homme de l'Est. C'est une ethnie. Hein? Comme au Népal, il y a des Rai, des Gurung, des Tamang, des Lopa. Bien, il y a des Sherpas. Mais la particularité, c'est qu'ils habitent, grosso modo, au pied de l'Everest. Donc, c'est pour ça qu'on les a beaucoup associés à l'histoire de la montagne, mais c'est une fausse appellation. Tous nos voyages au Népal commencent de la même façon. On ne commence pas à Katmandou, mais on termine à Katmandou, puis on commence à Bhaktapur. Bhaktapur, c'est une magnifique... il y a trois royaumes au Népal. D'abord, le Népal, c'est un royaume hindou. Ce n'est pas d'abord bouddhiste. C'est quelque chose comme 80% hindou, 7-8% bouddhiste et d'autres religions aussi. Donc, évidemment, les bouddhistes, on les retrouve beaucoup plus en montagne, mais quand on est dans les villes, quand on est dans les basses altitudes, Katmandou, c'est 1000 mètres, c'est la culture Newari, donc c'est plusieurs influences, notamment indiennes. Ici, on retrouve des temples d'inspiration indienne, mais c'est clairement une culture unique. Bhaktapur, Katmandou, c'est une grosse ville. On va y aller à la fin. C'est une ville très intéressante, mais c'est du stock à être là. Alors que Bhaktapur, qui est à 20 km, c'est une ville piétonne, fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Moi, personnellement, c'est l'endroit que je préfère au Népal, là, hors trek, évidemment. Donc, on commence le voyage là. Fait que vous imaginez que vous arrivez en avion, c'est long, se rendre au Népal, et qu'on vous prend puis on vous amène dans un petit hôtel et on est dans une ville piétonne qui est beaucoup plus calme. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de chien qui jappait la nuit. Donc, Bhaktapur, magnifique. Là, on est sur la place centrale de Bhaktapur, petite photo prise le soir. On continue ici. Je vous parle je vais m'arrêter sur la prochaine diapo, puis je veux juste vous parler un peu de qui est Caravanier et de comment on conçoit les voyages. En 2023, et oui, on est rendu en 2023, le voyage d'aventure, ça peut être une grosse industrie. C'est fort possible que des gens qui conçoivent des voyages soient derrière un ordinateur, évaluent le marché et après se disent « OK, on peut peut-être avoir 50, 60 voyageurs, 4, 5 groupes, 10 groupes, bon, pour des grosses entreprises. » Après ça, ils communiquent avec une entreprise locale et ils vont passer des commandes. Je voudrais un voyage de 10 jours, de 15 jours. J'ai un budget de 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 $. Faites-nous des propositions. Et comme ça, on s'assure de la rentabilité d'un voyage et souvent, on va appeler ça des produits. Quand j'ai fondé Caravanier, je n'ai aucune formation dans le monde du voyage. J'ai une formation scientifique tout autre, mais j'ai toujours aimé voyager. Et la personne avec qui j'ai fondé Caravanier au niveau des voyages, Pascal Guillaume, qui malheureusement est décédé, on était deux tripeux du voyage et particulièrement de l'Himalaya. Donc, notre façon de concevoir les voyages, nous autres, c'était de prendre un Lonely Planet, un Rough Guide, de prendre d'autres choses
de lire plein de livres sur l'histoire de l'Himalaya, de l'exploration, de l'ascension des montagnes. Ça pouvait aller du 12e siècle au 20e siècle et tout. Puis d'arriver dans un pays, souvent on était les deux ensemble, puis on allait se promener. Donc, on a conçu Caravanier en ne sachant pas comment faire. Mais en sachant, par exemple, que ce qu'on voulait faire, c'est voyager comme nous, on voulait voyager. Donc, les considérations financières, bien sûr qu'elles sont importantes parce qu'il faut réussir à vivre, puis Caravanier a 25 ans, donc ça a dû quand même marcher. Mais au départ, c'est pas du tout comme ça qu'on conçoit, qu'on a conçu les voyages, et ce n'est toujours pas comme ça qu'on les conçoit. Le dernier que j'ai fait, c'est le Monténégro. Le plus petit pays d'Europe. Et puis, je me suis promené, grosso modo, j'ai loué une auto, puis je me suis promené 2 mois dans un pays qui est plus petit que la Abitibi. Donc, alors, ça m'a permis d'aller chercher des petites, des endroits, des portions particulièrement intéressantes. Et je pense qu'on a un circuit franchement le fun. Les circuits qu'on vous propose ce soir, ben, c'est exactement comme ça. J'ai choisi, j'arrive, je suis pas venu au mois de novembre, mais de guider l'Everest par le pays Sherpa et la vallée de Tamé. J'ai guidé aussi souvent le Sulu Numbour, puis je vous parle du Ladakh. Donc, des circuits que je connais bien d'environ 25, peut-être 30 séjours en Himalaya depuis 25 ans chez Caravanier. Donc, c'est vraiment mon pays de prédilection. Je pense que je me perds moins à Katmandou qu'à Montréal. Là, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Alors, la conception de ces 2 voyages-là, puis volontairement, ce soir, vous allez voir les photos, je parle pas du voyage Sulu au Numbo, puis après de l'Everest. J'ai mis les photos de la région, je vous en parle de façon générale, et l'idée, c'est que vous nous appeliez et qu'on vous en parle de façon plus précise et savoir si ça s'adresse à vous. C'est le fun d'un diaporama, c'est le fun d'aller lire sur le site Internet, mais rien ne vaut oui, une conversation. Tant mieux si vous pouvez venir nous voir au bureau. Sinon, un Zoom, c'est encore mieux de se parler quand on est. C'est encore mieux que le téléphone, mais au moins, on se parle. Évidemment, il y a le niveau physique, mais il n'y a pas que le niveau physique. Il y a vos motivations. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Alors, voilà. Alors, je commence par des collines du Sulu au Numbour, qui est un voyage qu'on a développé, je ne sais pas, il y a peut-être une dizaine d'années. Et ça faisait quand même 15 ans qu'on se promenait au Népal. Et étrangement, on n'était jamais allé dans les plus basses vallées, et vous allez voir ce que je veux dire par basse, dans les plus basses vallées au nord, au sud, pardon, de l'Everest, dans les villages où on prend notre équipe locale. Et puis, ce n'est pas une région touristique. Et on s'est dit, hey, on va aller faire un tour dans ce coin-là. Et on a réussi, et je suis très, très fier de ce voyage-là. En plus, c'est un voyage de 20 jours. Tout le monde n'a pas 24, 25, 26 jours, qui est moins exigeant que l'autre pour l'altitude. Et puis, ça nous permet un super contact avec les gens de la place. Donc, retenez le titre, les collines du Sulu au Numbour. Alors, le Numbour, c'est la montagne dominante du coin qui fait 7000 mètres. Et les collines du Sulu, remarquez, sont en arrière. Donc, alors, il ne faut pas s'attendre à être au Mont-Saint-Hilaire, au Mont-Saint-Bruno. Les 2 montagnes que vous voyez en face font 7000 mètres. Alors, les collines et la vue qu'on a des collines dans ce trek-là, ça ressemble à ça. Alors, vous êtes en plein cœur de l'Himalaya. Vous n'êtes pas à des endroits, là, vous voyez, il n'y a pas de neige à l'endroit où on marche. Mais il ne faut pas du tout s'imaginer que ça va être des sommets ondulés et tout, puis qu'on ne verra pas les grosses montagnes. La particularité de ce circuit-là, et je précise que le voyage de l'Everest par la vallée de Tamé et le pays Sherpa emprunte certains des sentiers que vous voyez ici. Dans le voyage du pays Sherpa, on prend beaucoup plus notre temps. On va passer plus de temps dans les villages. On va faire des zigzags pour se rendre d'un village à l'autre. Pour découvrir, il y a différentes cultures. Évidemment, il y a la culture Sherpa, mais pas que. Il y a des réfugiés tibétains. Il y a des rails aussi. Donc, rail R-A-I, tréma.
Donc, alors, ça nous donne un peu ce genre de paysage-là. C'est très verdoyant. N'oubliez pas que vous voyez les sommets enneigés. Les gens s'attendent peu à trouver ça au Népal. Si je dis aux gens qu'il y a des bananiers, il y a des palmiers et tout, c'est assez surprenant. Mais oui, à 1000 mètres, il y a des bananiers. Donc, puis on marche en short, puis il fait chaud. Et on a hâte de marcher presque dans la neige. Puis quand on est dans la neige, on a hâte de redescendre pour être à la chaleur. C'est la nature de l'humain. Fait que vous voyez un peu les images. Les images sont prises récemment. C'est les images du mois d'octobre. Alors, on est clairement au cœur du pays Sherpa. Alors, voilà à quoi ressemblent les collines. Les sentiers sont magnifiques. C'est un endroit qui n'est absolument pas fréquenté par les touristes. J'étais là en octobre et toute la première, je dirais que la première semaine, grosso modo, on a croisé aucun touriste. Alors, je ne peux pas vous promettre ça, mais c'est vraiment un endroit où on n'en verra pas beaucoup. Vous devinez que dans la région de l'Everest, on va en voir plus que ça. On est dans des petits villages. Je fais attention avec le terme authentique, mais ça me fait plaisir de l'encourager ici. On est dans des villages authentiques. On va recevoir des invitations à aller prendre le thé. C'est là où on prend notre équipe. Hein. Donc, il y a toujours un cousin dans un village quelque part. On marche à la fois dans la forêt, mais ne vous inquiétez pas, là, c'est pas un trek en forêt du tout. Là. Il y a des passages là-bas, ils appellent ça la jungle. Si vous y allez au printemps, vous voyez ici là, avec mon curseur, je pointe un rhododendron. Là-bas, les rhododendrons sont arborescents, c'est des gros arbres. Et entre 2 et 3 000 mètres d'altitude, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, au printemps, les rhododendrons sont fleuris. Ça rajoute à l'intérêt du voyage. Donc, un champ de millet, comme on prend notre temps, on est beaucoup plus dans les villages, on va voir les gens vivre. Et encore une fois, comme on n'est pas en zone touristique, mais c'est une façon de vivre qui a été peu affectée par le tourisme. Quand je dis affecté, ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais leur façon de vivre n'a pas nécessairement changé. Donc, tantôt, je vous disais qu'il n'y a pas que des Sherpas, mais des Rails, des Gurung. Alors, on a des façons de reconnaître les ethnies, hein, la boucle dans le nez des femmes. Alors, vous allez voir ça. Ici, c'est une petite école qu'on a construite en 2001. Il y a 4 classes. On va dormir dans la cour d'école et puis si les jeunes ont de l'école, ben, ils vont venir nous voir et c'est vraiment touchant. Personnellement, je suis très fier d'avoir participé à ça. Donc, c'est une toute petite école, comme je vous dis, 4 personnes, mais qui rassemble les 2 villages autour. Et les jeunes, ben, il faut quand même qu'ils marchent. Il y en a qui doivent marcher 40-45 minutes le matin et 40-45 minutes le soir pour aller à l'école. Et je vous assure que les côtes ne sont pas si pires dans le coin. Soit dit en passant, si ça ne vous tente pas de monter puis de descendre, peut-être que l'Himalaya, ce n'est pas une super bonne destination. On n'a malheureusement pas de trek en Saskatchewan pour ceux qui n'aiment pas les montagnes. Alors, ça a l'air évident, mais bon, d'où l'idée qu'on se parle, hein, qu'on se parle des dénivelés, qu'on se parle de l'altitude. D'ailleurs, j'en profite pour dire que sur le site, on ne cote pas les voyages. Chaque journée, dire, OK, on fait 14 km, 850 mètres de dénivelé. Ce sont des informations qui sont intéressantes pour le guide et qui va le dire au fur et à mesure. Mais quand vous êtes dans votre salon chez vous, si vous voyez 10 km, 500 mètres de dénivelé, puis que vous ne tenez pas compte que vous êtes à 4500 mètres, bien, vous allez peut-être vous faire des idées de la difficulté du trek. À l'inverse, des fois, il y a des gens qui se sous-estiment. Donc, l'idée, c'est parlez-nous. Nous, on a humblement la prétention de connaître puis d'être capable au moins d'évaluer les gens. Alors, dans les 2 cas, mais particulièrement dans le voyage du pays Sherpa, on va passer dans plusieurs monastères. Il y en a qui sont franchement impressionnants. Celui de Thupten Choling, dans les 2 cas, on y va. C'est la plus grande cité monastique du Népal, hors Katmandou. Il y a quelque chose comme 500 ou 600 religieux et religieuses, donc des moines et des nonnes. Alors, c'est certain qu'on assiste à des cérémonies. Là. Il y en a tout le temps, essentiellement.
Donc, et c'est un endroit où très peu de touristes vont, soit dit en passant. Donc, les cérémonies ne sont pas arrangées pour le tourisme. Je vous fais un petit aparté avant de continuer un peu plus haut en montagne sur la façon de voyager, entre guillemets. Les bagages sont portés soit par des animaux, soit par des porteurs. Ici, c'est drôle parce que le yak porte des bagages de l'humain, puis l'humain porte la bouffe du yak. Mais tout ça pour vous dire qu'on a une espèce de combinaison des deux. Évidemment, les porteurs vont être avec nous, mais des fois, il y a une partie de la nourriture qui est acheminée par yak. C'est littéralement comme un système de livraison. Hein. On va envoyer des patates, des choux-fleurs dans tel village, on va les récupérer. Fait qu'ils sont transportés à dos de Dzo ou de yak. Le Dzo qui est une espèce de croisement entre le yak et la vache. Donc, et vous ne portez que votre sac de jour. Ici, vous voyez quelqu'un qui a un piolet, là, c'est parce que c'est quelqu'un de l'équipe locale ou c'est un des guides, mais vous portez votre sac de jour. Donc, essentiellement, 30-40 litres, vous avez vos choses de la journée. Vous arrivez au camp et puis, règle générale, les porteurs arrivent avant vous. C'est pas toujours le cas, mais en général, c'est le cas. Ce qui est beaucoup vendu dans la région de l'Everest principalement, sont des voyages en lodge. On a la tête dure, j'ai la tête dure, j'ai commencé à voyager en campant, donc en faisant du camping, et ça me permettait d'aller dans tellement d'endroits. Les lodges, c'est intéressant des fois, mais ça nous limite à aller dans les lodges et donc aller partout où les autres vont. Et j'aime ça quand il y a une belle vallée à gauche, quand on peut aller plus loin, camper sur le bord d'un lac, être autonome. Donc, la formule qu'on vous propose, c'est hybride essentiellement. Je vous demande de me croire sur parole, les tentes avec les matelas qu'on vous fournit sont beaucoup plus confortables que les matelas et les chambres humides des lodges. Ceci dit, les salles communes comme la cuisine d'un lodge, des fois, c'est un peu chauffé. Et ça nous permet d'être à l'abri. Donc, le meilleur des mondes, c'est souvent de camper et d'utiliser la salle pour le lodge. Mais on va choisir des petits lodges où on essaye d'être le seul groupe, parce que des fois, il y a des gros lodges, il y a beaucoup de groupes, il y en a qui parlent très fort et surtout, il y a du Wi-Fi et ça, c'est une très mauvaise idée. Vous allez voir, je vais vous casser les oreilles si vous venez pour que vous lâchiez votre téléphone puis les réseaux et tout le kit. Donc, alors, la formule qu'on propose, c'est des tentes en partie dans des endroits où c'est pas pratique. On va dormir dans des lodges, on va essayer de bien les choisir, qu'ils aient un certain charme, mais on vous fournit. Oui, c'est ça. Donc, je vous parle de ça tout à l'heure, mais pour moi, le camping, un des plus grands plaisirs, c'est un peu ça ici. Vous voyez, on arrive, les tentes sont montées. On a des chaises extrêmement confortables. On s'installe dehors, on prend notre thé avec des biscuits le temps que le souper soit prêt. Et puis, on est à l'extérieur. Quand on est dans un lodge, notre réflexe, c'est de rester en dedans. Oui, il fait un peu plus chaud, mais c'est pas très lumineux, un lodge. Il y a des petites fenêtres, alors qu'on peut être dehors. Donc, on force la main un peu, mais les gens sont très contents. Et pour moi, un des plus grands plaisirs du voyage, c'est celui-là. C'est-à-dire que vous êtes dehors. Là, on a nos manteaux d'hiver, mais il ne fait pas si froid que ça. On est en face d'une des plus belles montagnes du monde, la Madablam. On déjeune dehors. On a du café, on a du thé. L'équipe locale vient nous servir des œufs, du gruau. Ouais. On manquera pas de nourriture et on est dehors. Si ça ne vous tente pas d'être dehors, ben on n'est pas la bonne entreprise, bien sûr. Mais c'est tellement un grand plaisir et règle générale en Himalaya, le matin, il fait beau. Alors, on en profite. Combien de fois ça vaut la peine de mettre un petit manteau? Mais là, vous voyez qu'il y en a qui sont en chandail, il y en a qui sont habillés un peu plus. Alors, il ne fait pas froid. Puis s'il fait froid, ben là, on va manger à l'intérieur dans le lodge. Mais règle générale, on attend de déjeuner, que le soleil soit là et on en profite. Et c'est un des meilleurs moments de la journée. Ceux qui aiment prendre un café, le thé aussi, mais on a une bonne cafetière italienne avec du bon café. Puis vous pouvez en prendre tant que vous voulez le matin. Vous regardez le soleil, vous regardez les montagnes et après, on part à marcher. Le camping,
Franchement, c'est du camping de luxe. OK? Évidemment, les tentes sont montées quand vous arrivez. On vous fournit des gros matelas, comme vous pouvez voir. C'est des matelas, je ne sais pas moi, ils doivent faire 8 à 10 cm d'épais. Ils sont remplis de duvet. C'est très chaud et très confortable. C'est bien plus confortable qu'un paquet de matelas, je vous assure, beaucoup plus confortable que les matelas qui sont dans les lodges. Il y a un oreiller, et puis le matin, mais quand vous vous levez, vous avez directement ça comme paysage. Alors, franchement, je pense que c'est le meilleur des deux mondes, mais pas je pense, j'affirme que c'est le meilleur des deux mondes. Et puis, on a aussi des douches, donc une espèce de tente douche. Il n'y a pas nécessairement assez de temps et d'eau chaude pour que tout le monde prenne sa douche à tous les soirs, mais quand même, puis de toute façon, à 5000 mètres, ça ne vous tentera pas de prendre votre douche anyway. Mais quand on est dans les basses altitudes, les altitudes raisonnables entre 2500 et 4000 mètres, vous pouvez prendre votre douche le soir. Donc, on alterne. Franchement, ça se fait très bien. Les gens sont contents et l'équipe locale en profite aussi. C'est important pour moi, ce n'est pas réservé juste aux touristes. Alors, c'est pour tout le monde. Ici, Passagne, un de nos cuisiniers. Donc, on continue, on rentre de plus en plus au cœur de l'Himalaya. Alors, vous avez certainement vu ça, les légendaires ponts suspendus. Est-ce qu'ils sont impressionnants? Je peux vous dire que celui-là est particulièrement impressionnant. Il est très haut. Il y en a sur un trek, l'Everest par Tamé, il y en a une dizaine environ. Mais ça se fait franchement très bien, là, hein? C'est solide, ces ponts-là. On n'est plus sur des ponts de liane, alors voilà, ça se fait bien. Donc, on commence à monter tranquillement. Ici, on arrive autour de 3500 mètres. Vous avez une des plus belles montagnes du monde, la Madablam, puis on aperçoit l'Everest en arrière ici. L'Everest qui est la plus haute, mais qui n'est pas nécessairement esthétiquement la plus belle. Mais c'est quand même intéressant de savoir que notre regard ne peut pas aller plus haut sur la planète. Je continue de vous montrer quelques images. On a eu une magnifique météo. La température est assez stable au Népal, hein, dans les périodes où on y va, là, évidemment, là, au printemps et automne. Printemps favorisé mars, avril, mais ne dépassez pas la mi-avril, à moins d'aimer beaucoup les sangsues. À partir du mois de mai et tout ça, là, et les sangsues, là, vous allez beaucoup les aimer. Et après, on y va à partir on commence à marcher au début octobre, là, 3, 4, 5, 6 octobre, et on s'éloigne comme ça, parce qu'entre les deux, c'est la mousson. Donc, aller au Népal pendant la mousson, ce n'est pas une bonne idée. On se déplace comme ça, fait que vous voyez un peu le style d'ambiance qu'on peut avoir. On est vraiment au cœur des plus hautes montagnes du monde, vous le devinez. Il n'y a pas que l'Everest. Dans ce voyage où on passe par la vallée de Tamé, on se rapproche, les montagnes qui sont ici, là, les sommets enneigés, au fond, ils sont au Tibet. Donc, on est à quelques 10-12 kilomètres du Tibet, ce qui veut dire que les cultures, les gens, les villages, l'architecture commencent à changer tranquillement, puis ça va ressembler au Tibet. Avant d'arriver au Tibet, bien sûr, on va continuer à monter et on va passer, on va aller camper juste au pied du col de Renjo. Et on va franchir le col de Renjo qui est à 5400 mètres. C'est un col qui est facile pour les cotations de l'Himalaya, c'est quand même 5400 mètres. On ne parle absolument pas d'alpinisme. S'il y a un peu de neige, on va vous dire de mettre des petits crampons, mais un peu comme si vous allez marcher ici en montagne au Québec, c'est un peu glacé. Donc, on ne parle pas du tout d'alpinisme. Vous voyez un peu les conditions qu'on avait, nous, en octobre dernier. Et on va arriver finalement au col de Renjo, qui est franchement une des plus belles vues du monde quand même, hein. Donc oui, vous avez l'Everest, vous avez le Makalu dans le fond, vous avez qui est 5e sommet, si je me souviens bien, vous avez le Lhotse, qui est le 3e plus haut sommet du monde, et vous avez le Shoyu ici à gauche. Fait que vous pouvez voir 4 sommets de 8000 mètres en un seul coup d'œil, et vous avez un des lacs de Gokyo ici. Le sommet, alors je vous présente un petit peu une partie de notre équipe locale. Donc, moi, je suis là. Il y a Philly qui travaille au bureau, qui faisait partie du voyage. Tendi, qui est le sirdar, donc le chef de l'équipe locale. Et puis 2, Kaji et Wangshu, des gens avec qui on travaille là-bas depuis des années.
Et notre équipe, notre gang, j'avais un très beau groupe, 12 personnes en octobre dernier. On redescend et on s'en va vers le lac de Gokyo. C'est pas celui-là, ça c'est un des lacs de Gokyo. Et puis on s'en va. Là, je voudrais passer rapidement cette image-là parce que si vous venez, je veux que ça soit une surprise. Mais on s'en va coucher au 5e lac de Gokyo et où on a un coucher de soleil hallucinant sur l'Everest. Et vous avez remarqué que je ne vous parle pas du camp de base de l'Everest. Si vous allez sur notre site, vous allez voir un joli paragraphe quelque part que j'ai écrit il y a 3 ou 4 ans, peut-être 5 ans déjà, où je dis que l'Everest, le cœur n'y est plus. L'Everest, le camp de base, le cœur n'y est plus. Le camp de base de l'Everest est extrêmement fréquenté. On parle d'au moins 30 000 personnes par année. Là, la fréquentation va reprendre. À ça, ajouter, je ne sais pas moi, deux personnes d'une équipe locale, des porteurs, cuisiniers et tout. Donc, on parle grosso modo de 80-90 000 personnes qui vont se rendre par la vallée du Khumbu. Qui est la vallée la plus directe. En fait, le seul avantage de passer par la vallée du Khumbu, c'est que c'est la plus directe. Et donc, c'est celle qui est souvent empruntée par les alpinistes pour se rendre. Mais est-ce que c'est la plus belle? Non. Est-ce que c'est la plus intéressante au niveau historique? Clairement, non. Pour moi, l'histoire, c'est pas que l'histoire de la montagne, hein, c'est l'histoire des caravanes et tout ça. Donc, la vallée de Tamé, c'est la plus intéressante de ce niveau-là. C'est la plus préservée parce qu'il n'y a pas beaucoup de lodges, peu de touristes. Et donc, on va monter la vallée de Tamé et on va descendre la vallée de Gokyo. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Vous allez voir rencontrer des gens, mais très peu. Vous allez surtout voir la file de gens qui s'enlignent pour faire le Khumbu vers le camp de base. Et vous allez vous dire que vous êtes franchement chanceux de ne pas faire ça. C'est à chaque fois que j'y vais, je me dis, c'est quand même incroyable que si peu se donnent la peine de chercher un peu des itinéraires plus fouillés. Mais je vous dis ça, mais je suis bien content, dans le fond, qu'il y ait très peu de gens qui le font. Bref, si vous voulez aller au camp de base de l'Everest, ce ne sera pas avec nous. C'est une décision d'entreprise. Par contre, si ça vous tente d'avoir des super vues sur l'Everest, d'entendre parler de l'histoire, d'aller dans des places où les vues sont aussi belles, c'est certain. Je pense que notre circuit est clairement plus approprié. J'ai beaucoup, sans fausse modestie, j'ai beaucoup voyagé au Népal, en Himalaya, puis c'est il ne peut pas avoir de meilleur circuit dans la région de l'Everest que celui-là, sauf si vous voulez aller au camp de base de l'Everest. Et je suis prêt à défendre ça devant n'importe qui. Et on redescend par la vallée de Gokyo, qui est franchement fantastique, et elle est encore plus fantastique quand on la descend, parce qu'on se dirige vers ces espèces de grosses montagnes-là, Tamsirku, Kusum Kangaroo, qui sont, comme vous voyez, sont quand même assez impressionnantes. Ça, je venais probablement d'expliquer la journée, puis ma gang m'a dit « Bon, ben voici, on a compris ce que Richard nous a dit. » Alors, je termine avec quelques petites images, si je me souviens bien, de notre équipe locale. Alors, moi, j'habite à Sutton ici, mais il y a quelques semaines, je suis allé chercher 200 manteaux de ski de l'école de ski de l'an passé. Mais à tout bout de champ, des écoles de ski nous donnent leurs manteaux, puis nous, on apporte ça. Fait qu'ici, on a notre équipe du Mont-Tremblant. Au centre, il y a un Tendi, un jeune Tendi. Alors, Tendi a mon âge, hein, c'est-à-dire 55 ans. Donc, Tendi a l'air de ça aujourd'hui. Fait qu'il a les cheveux gris, il a une barbe grise comme moi. On est deux bons chums. On se comprend très bien. Il sait ce que j'aime, il sait ce que j'aime pas. Moi, la même chose. On est là pour faire partager notre passion du Népal. Et de l'Himalaya de façon générale. Ça fait 25 circuits que je guide avec lui. C'est notre sirdar principal. On en a 2 ou 3 là, qui sont vraiment formidables. FX va vous parler probablement de Namgyal tout à l'heure. Ça fait partie de la game. Hein? 25 ans travailler avec la même équipe. Ils connaissent bien ce qu'on aime, puis ce que j'ai la prétention, étant donné qu'on vend en grande majorité à des Québécois, du moins des fois, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, mais c'est évidemment guidé en français pour des francophones. Donc, ils nous connaissent bien. Tendi comprend pas si mal le français. Il est très drôle quand il sort des expressions québécoises.
Donc, très belle relation avec cette équipe locale, là, vraiment. Là. Alors, quelques petites photos en rafale là, pour terminer cette présentation sur nos 2 circuits au Népal. La Madablam, quelle magnifique montagne. Tantôt, je vous disais que l'Himalaya l'été, c'est pas une bonne idée parce qu'il faut aimer férocement les sangsues. C'est vrai, techniquement, c'est vrai, on ne va pas en Himalaya, sauf si on y va du côté nord, c'est-à-dire au-delà de l'Himalaya. Donc, il faut comprendre que la mousson, qui se construit au niveau de l'Inde, hein, toute l'humidité qui monte et qui frappe le rempart de l'Himalaya et qui se déverse au pied des montagnes, bien, ça se fait beaucoup plus au sud et plus on avance, moins il y a de précipitations. Donc, si on dépasse et qu'on se rend sur le Changtang, c'est-à-dire le plateau tibétain, j'ai 2 chiens ici qui mangent, je leur ai donné des os là, pendant la conférence. Ils sont bien sages. Donc, si vous dépassez et que vous pouvez voyager que l'été, ben c'est clairement possible d'aller faire un tour. Je triche un peu sur l'Himalaya, vous allez comprendre, mais on s'en va dans un voyage qui est franchement extrêmement différent du Népal. Extrêmement différent du Népal parce qu'on commence sur le plateau tibétain. Donc, c'est un trek de 17 jours où on part d'un petit lac, on va dans un plus gros lac. Et quand je parle de plateau tibétain, vous voyez ce que je veux dire par plateau. Hein. Les sommets dépassent 6000 mètres, il y a des glaciers, il y a des sommets enneigés, mais on va rentrer au cœur de l'Himalaya pour, grosso modo, les 5-6 derniers jours. Alors, vous allez passer du plateau tibétain au cœur de l'Himalaya. Le voyage, ici, j'ai pas trouvé de bonnes photos tout à l'heure, mais on arrive haut en altitude. La capitale du Ladakh. Le Ladakh fait partie de l'Inde, hein, mais vous n'êtes pas du tout en Inde. Vous n'avez pas du tout l'impression d'être en Inde. Vous êtes au cœur d'une région qui est complètement bouddhiste, qui est complètement tibétaine. La frontière de la Chine n'est pas très loin, mais au niveau culturel, être au Tibet, ou en fait, c'est plus intéressant à être au Ladakh qu'au Tibet par les temps qui courent. Et donc, on arrive haut en altitude, 3700 mètres. On va avoir 4 jours d'acclimatation où on va aller voir certains des plus beaux monastères du monde bouddhiste, à mon avis, dont le monastère de Alchi. J'ai pas de bonnes photos, mais s'il y a des amateurs d'histoire et tout, pour moi, le monastère de Alchi, c'est un peu l'équivalent je sais pas moi, la peinture de Michel-Ange dans la chapelle Sistine à Rome. On a des artistes du même calibre dans des endroits beaucoup moins fréquentés, évidemment. Donc, après avoir passé 4 jours et demi, on part pour le début du trek et on va franchir le 2e plus haut col qui est à 5400 mètres environ d'altitude. Ici, il est en pied. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est écrit « Unbelievable is not it ». Ils mettent des commentaires sur leurs panneaux comme ça. Donc, on commence sur le plateau tibétain. Vous voyez, c'est aride, mais ce n'est pas moins beau. C'est peut-être moins spectaculaire que certaines images que vous avez vues tout à l'heure, mais ça dépend. Moi, j'aime franchement autant les deux. Il y a un côté historique et c'est un désert d'altitude, donc ça préserve les choses plus longtemps. Donc, l'histoire est encore plus vieille. Vous parlez du bouddhisme, pour moi, quand je suis en territoire ladakhi, tibétain, c'est encore plus évident que quand je suis au Népal, même si j'en parle abondamment dans les deux cas. Soit dit en passant, les voyages dont on vous parle ce soir sont soit tous confirmés, certains sont déjà complets. Hein? Donc, le Ladakh, je pense qu'on a 8 personnes, on sera en 12. C'est un voyage au mois de juillet. Pays Sherpa et Vallée de Tamé, il y a le Vallée de Tamé, il reste peut-être une place ou deux pour le printemps. Il reste de la place pour l'automne. Pays Sherpa, il reste 3-4 places. Donc, Manaslu, il ne reste pas beaucoup de place. FX vous en parlera tout à l'heure. Et le Ladakh, comme je vous dis, il reste 4 ou 5 places pour cet été.
Je vais juste regarder, il y a des questions ici. Est-ce que vous parlez de l'acclimatation à l'altitude? Oui, est-ce que vous guidez ce voyage? Ben là, je ne sais plus c'est quel voyage on parle. Moi, je vais guider le Ladakh cet été. Je ne sais pas si je vais guider à l'automne, c'est un peu loin pour moi, mais cet été, moi, mon grand plaisir, c'est d'aller guider le Ladakh. Donc, les premières journées du plateau, on a passé du temps à aller. LEH, la capitale, et puis on marche sur le plateau tibétain. Donc là, vous allez avoir des espèces de grandes étendues avec des sommets qui font 6000 mètres. On est à 4000 mètres, mais les dénivelés ne sont pas très fortes, c'est très arrondi. C'est très paisible, le Tibet. Et puis, il y a presque pas de sentier. On marche où on veut. Il y a un grand feeling de liberté que j'adore. Il fait pas froid, il fait même chaud. En général, on va marcher en short, puis moi, je propose une chemise pâle, blanche pour le soleil, avec une bonne casquette. Le soir va descendre autour de 5 degrés, je vous dirais. Donc, on ne va pas souffrir du froid. Au Népal, est-ce qu'on va souffrir du froid? Bien, ça dépend de chaque personne, mais le froid n'est pas à sous-estimer. D'où l'idée de nous parler puis de nous appeler. En fait, puis ça dépend beaucoup de l'équipement que vous avez, mais on vous remet une liste d'équipements très précise. Fait que vous voyez, les premières journées, on est dans ces espèces de couleurs pastel-là. C'est le pays, le voyage s'appelle les derniers nomades, donc on va croiser des gens qui vivent d'une façon unique, de vivre de nomadisme. C'est pas un choix, c'est une nécessité parce que les terres sont pas assez riches pour que les gens s'établissent. Mais ça leur forge évidemment un caractère assez incroyable. Vous avez donc les lacs, le lac de Tsomarari qui est aussi clair que la Méditerranée. C'est un lac qui est salé. Jusqu'à il y a 20 ans encore, il y avait des caravanes de sel qui allaient chercher le sel et ils amenaient ça au Népal et en Chine. Maintenant, il y en a moins, mais bon. Vous allez croiser des troupeaux de chevaux sauvages qu'on appelle des kiangs. Et le seul doctorat qui a été fait sur cet animal-là, qui a été commandité par le National Geographic, c'est Antoine Saint-Louis, c'est un de nos guides, un biologiste qui guide de temps en temps, pas énormément parce qu'il y a des jeunes enfants, mais il va encore faire des tours au Ladakh de temps en temps. Donc, photo pour vous parler un peu de l'ambiance des premières journées. Petit village après 5 jours de marche. Et tranquillement, on va longer le lac et on va rentrer au cœur de l'Himalaya. Donc, vous voyez un peu à quoi ça ressemble à l'horizon. Vous voyez comment les gens sont habillés. Il ne fait pas froid. On est dans un désert d'altitude, je vous le disais. Donc, il fait très beau et très chaud en règle générale. Donc, sentier facile, franchement, moi, c'est un sentier que je fais en souliers de marche. Je suggère aux gens quand même d'avoir des bottes qui tiennent un peu la cheville, mais au niveau technique, c'est vraiment pas difficile. Des camps de nomades, donc on va en croiser par définition, je ne sais pas exactement où, mais vous voyez qu'ils vivent de façon très... les tentes sont encore tissées avec du poil de yak et de chèvre. Et puis, ils ont une espèce de Gore-Tex, de la façon dont c'est tissé. D'un sens, c'est du poil de yak, de l'autre, c'est la chèvre et ça permet une certaine imperméabilité. C'est une belle technologie. Les nomades sont curieux. Ils vont venir nous voir dans notre tente. Les femmes sont particulièrement affirmées. Donc, s'ils trouvent que votre bâton de marche est intéressant, ils vont vouloir vous l'échanger. Et puis, c'est eux autres qui vont décider, votre bâton de marche, il vaut un vieux chaudron en aluminium qu'eux autres ont. Mais ça donne lieu à des échanges de fun. Les gens qui nous accompagnent, nos bagages sont toujours portés dans les voyages, là, mais les bagages sont portés par des chevaux. Et ce sont les horsemen qui les conduisent. Ce sont des nomades avec qui on travaille depuis un petit bout de temps quand même. Donc, je vous disais qu'on plonge tranquillement au cœur de l'Himalaya. C'est encore, vous voyez, on est un peu dans la transition, ces vallées gigantesques, larges et les sommets enneigés, ce qu'on a moins au Népal. Au Népal, c'est plus encaissé. C'est vraiment différent, comme je vous dis. Et on arrive dans des endroits, bon, la géologie est vraiment à couper le souffle. Et une des particularités du Ladakh, c'est qu'il y a quand même pas mal de rivières à traverser. Les glaciers sont pas loin, fait qu'il ne fait pas toujours chaud. Fait que des bonnes sandales avec des bas de laine, on traverse les rivières, youpi. Il y a une journée, on a 5 à traverser. Fait qu'au moins, vous le savez.
c'est pas dangereux. Il n'y a pas… si la rivière est trop haute parce qu'il fait trop chaud puis que le glacier a trop fondu, ce qui n'est pas impossible, vous devinez, ben on va attendre, puis on va passer le lendemain matin. Pendant la nuit, le débit va réduire. Donc, je continue tranquillement. Puis, je prendrai les questions avant de passer la parole à François-Xavier. Là, il me reste 4 ou 5 minutes de présentation. On continue. Alors, vous voyez un peu ces espèces de cheminées de fées. Et ce voyage-là, ce trek-là, va culminer dans les dernières journées par le passage d'un col, le Parangla, qui est un glacier. Donc, on va marcher sur un glacier, c'est facile. On peut peut-être avoir besoin d'un petit peu de crampons, mais on n'est même pas encordé parce que ce n'est pas un glacier crevassé. Comme il neige très peu, les quelques crevasses qu'il y a sont très faciles à voir. Je vais vous donner une idée, les chevaux passent. Fait que si les chevaux passent, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Mais vous allez changer d'ambiance quand même, parce que là, vous êtes, oui, on était de plus en plus au cœur de l'Himalaya, et là, on franchit un col qui est à 5500 mètres. Donc, on est dans la très haute montagne quand même. Une sacrée journée, une sacrée belle journée et une journée exigeante, 10 heures de marche. C'est la journée la plus exigeante, mais c'est aussi la plus spectaculaire et la plus belle. Et j'oserais vous dire que c'est une des 3 plus belles journées, tout trek confondu, que j'ai faites dans ma vie. On monte sur le glacier, on arrive, puis vous voyez comme il est facile le glacier, et on va arriver en haut de ce col-là, et l'autre côté, c'est complètement sec, donc entre le nord et le sud. Donc, c'est et notre équipe locale et notre groupe, là, donc c'est pas un groupe de 20 personnes. Et on va redescendre de l'autre côté dans un endroit qui se compare au Grand Canyon. Donc, dans votre journée, vous allez être sur un glacier, vous redescendez dans une gorge et vous marchez dans ces espèces entre des parois rouges et tout, mais c'est une sacrée journée. Mais le soir, les gens sont super contents parce qu'après avoir fait une remontée en fin de journée, parce qu'il faut que les chevaux aient du pâturage. On arrive à la fin du voyage, on ne peut pas tout transporter avec nous, mais on arrive dans une vallée un peu verdoyante qui marque la fin un peu. On arrive dans une autre région, on était au Ladakh et on arrive au Spiti. Et le voyage se termine par une longue descente, je dirais de 2 heures, où on va se retrouver tout le monde au monastère de Ki, K-Y-E, qui est un des très, très beaux monastères de la région. Et le trek se termine là, et on prend des jeeps, et en 2 jours, mais en fait en 3 jours, parce qu'on va prendre une journée de congé, on va franchir l'Himalaya, puis on va se rendre à Delhi. C'est une épopée en soi, franchir l'Himalaya en jeep. On est sur la fin de la mousson, donc c'est pas impossible qu'il y ait des précipitations, mais on n'est plus à pied à ce moment-là. Donc, voilà pour le Ladakh. Je regarde les questions. Est-ce que vous parlerez de l'acclimatation à l'altitude? Oui, j'en parle. Je vous en parle tout de suite. Si vous regardez nos circuits en général sont plus longs que ce qui est offert généralement. Et dans le cas du Népal, l'acclimatation se fait relativement bien parce qu'on part en basse altitude, considérant que 2000-2500 mètres, c'est pas très haut. Ce que je n'ai pas mentionné et que je mentionne parce que c'est malheureusement un peu d'actualité, vous avez certainement vu dans les nouvelles d'hier un écrasement d'avion au Népal. Bon, évidemment, je ne vous cacherai pas que c'est un pays où voler, ça a son lot de défis. Nous, ce qu'on fait, c'est que soit qu'on prend des jeeps, se rendre, parce qu'il y a plusieurs aspects intéressants à ça. Ça nous permet de voir le pays. Et ça nous permet de ne pas être tributaire des aléas de la météo. Et donc, on sait qu'on va commencer le trek la bonne journée. On va souvent revenir par la voie des airs, mais en hélicoptère. Plusieurs raisons à ça. Premièrement, l'hélicoptère est moins sensible à la météo. Il est aussi plus sécuritaire. Et il vient nous chercher où on veut. On n'a pas besoin nécessairement de rejoindre l'Oukla, on peut partir dans le cas de l'Everest, notre voyage vers l'Everest, on revient de Kumjung. Donc, on va pas aller à l'Oukla. On va y aller en passant rapidement, là, mais alors, ça nous permet de moduler nos circuits. Et aussi, puis c'est pas négligeable, c'est
Si vous n'avez jamais fait de tour d'hélicoptère, un tour d'hélicoptère en Himalaya, c'est spectaculaire. Alors, oui, ça augmente le voyage de quelques centaines de dollars. On ne parle pas de 1000, mais peut-être de 500-600 $. Pour faire un tour d'hélicoptère, moi, je pense que ça vaut la peine. Combien de fois dans votre vie vous irez en Himalaya? Je vous souhaite d'y aller souvent. Mais si vous y allez juste une fois, un tour d'hélicoptère, c'est un gros avantage. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on privilégie depuis quelques années, d'autant que l'aéroport de Katmandou est de plus en plus congestionné. Donc, souvent, les vols sont détournés sur d'autres aéroports. Puis là, il faut quand même se taper 5-6 heures de Jeep, comme c'était le cas au mois d'octobre. Fait que nous, on l'annonce à l'avance. C'est notre choix d'entreprise. On prend l'hélico. C'est plus beau, c'est plus fun. Et puis, dans le contexte de la journée d'hier, plus sécuritaire. Le tour du Manaslu et le Mont Mérou, OK, fait que c'était à FX. Alors, voici, moi, je vais rester en sourdine pour la prochaine 45 minutes, mais je serai disponible à la fin pour des questions plus spécifiques. François-Xavier, c'est un vieux torieux de la montagne comme moi, mais encore plus de la montagne plus élevée, donc plus d'alpinisme que moi. Il est avec nous depuis 2-3 ans, mais ça fait longtemps qu'il tourne autour. Alors, il vous parle du Manaslu. Moi, tantôt, je vais ajouter un petit quelque chose sur le voyage du Manaslu. Puis, il vous parle du Mera. Alors, je te passe, il faut que je te passe ça en stop share. Bon, c'est à toi de prendre la parole. Parfait. Merci, Richard. Entraînement, on en parlait tout à l'heure, je viens juste d'avoir une question qui me pop dans la figure. Donc, oui, donc ça fait ça fait 1 an et demi, un petit peu plus qu'1 an et demi, en fait, que j'ai intégré l'équipe de caravaniers, mais beaucoup d'expérience avant. On va résumer ça comme ça. Donc, le Népal, c'est une de mes passions. En fait, j'ai été plusieurs fois. J'ai eu le plaisir et l'opportunité, on va dire, d'y aller à plusieurs reprises. Et ce soir, je vous présente 2 treks autour du Manaslu. Donc, ça a été un de mes premiers, ce trek du Manaslu. Donc, je vais essayer de vous en parler avec le regard de mes yeux de l'époque qui découvraient un peu le pays. Comme ça peut donner une idée, justement, vous qui allez peut-être découvrir le pays ou qui ne connaissez pas. Et ensuite, le Mont Mera. Donc, Mont Mera, j'ai eu l'occasion de faire à quelques reprises, donc tout récemment en octobre. Donc, des images, des souvenirs, des idées beaucoup plus récentes. Alors, allons-y, partage d'écran avec le Manaslu, pardon. Puis Richard, si t'es pas loin, ou si quelqu'un peut m'écrire dans le chat, qu'est-ce que vous voyez à votre écran? Parce que... Ok, je pense que c'est bon. On n'est pas encore, après 2 ans, de quelques de pandémie. C'est bon? Okay. On voit ta carte, ouais. Ok, phew. Ok, donc, j'ai pris une carte comme ça au hasard d'un collaborateur au bureau. Donc, en voici un peu le topo de où on vous amène pour le tour du Manaslu. Donc, si on résume ça à l'échelle du pays, on est vraiment au centre. Au centre, finalement, entre Katmandou et Pokhara, les 2 villes principales du pays. C'est un trek donc qui commence en basse altitude. On est autour d'Arugat. Donc, vous voyez tout au début, là. Sur le bord de la rivière de la Gandaki, la Burigandaki. Et ça va faire progressivement un long tour, une immersion, comme Richard va parler tout à l'heure, dans la Tsum Valley, un peu sur la droite vers Philim, et faire le grand tour du 8e plus haut sommet du Népal, le Manaslu, qui culmine à 8163 mètres. Et on va aboutir de l'autre côté, à l'ouest, à Darapani. Donc Darapani, c'est vraiment le lien, finalement, entre le Manaslu, la région du Manaslu, et la région importante des Annapurna. Donc, il y a un pont qui relie 2 mondes, que je peux dire. Donc, c'est à Darapani. Et ensuite de ça, retour via la route et Bessisar pour tranquillement revenir vers Katmandou. Donc, tout ce projet, c'est un de nos plus longs treks pour le moment au Népal, en tout cas, du moins dans les voyages actifs. On parle de 29 jours en tout. Presque 20 jours de marche. Donc, c'est une de ses caractéristiques. C'est un long trek, une longue immersion dans 2 mondes, le monde hindou et le monde bouddhiste. Donc, c'est 2 pôles qu'on retrouve beaucoup au Népal. Donc, ce trek-là a la particulier de vraiment d'être dans ces 2 univers-là.
puisqu'on sera en basse altitude, comme je disais tantôt, à Rougat à 460, 470 mètres, et puis on va culminer à 5125 au col de l'Arquet, et vraiment transiter progressivement entre ces deux univers-là. Voilà, donc c'est sa particularité par rapport aux autres. Donc évidemment, tout le reste, j'ai pas besoin de revenir à travers tout ce que Richard a bien raconté, là. Donc les équipes locales, nos équipements de camping, le portage, tout ça, c'est le même tronçon dans chacun de nos treks. Il y a un volet culturel, ou du moins dans la vallée de Katmandou au départ. Donc ça, c'est un peu la même chose aussi. Donc on commence à Bactapo, on finit à Tamel. Après ça, chaque guide va donner un peu sa couleur. Donc on ne fait pas exactement les mêmes choses, c'est pas standardisé parce que c'est vraiment pas dans notre vision du voyage, mais on a nos highlights, puis souvent ça se rejoint d'un bord ou de l'autre. Voilà. Par contre, pour ceux et celles qui veulent retourner au Népal, et puis on en a plusieurs, en particulier pour le tour du Manaslu, c'est souvent un second trek dans lequel les gens s'engagent au Népal. Eh bien, souvent, quand ils ont des tronçons communs qu'ils ont déjà fait, on vous montre quelque chose sur mesure, on vous adapte le tout pour pas avoir la sensation de refaire la même chose, puis de élargir un peu votre connaissance de la vallée de Katmandou, qui est super riche, là. On faisait à l'époque même un voyage qui était que dans la vallée de Katmandou, à quel point vous dire qu'il y a matière à découverte. Donc voilà, le Manaslu, donc il y a beaucoup d'images, ok, parenthèse, beaucoup d'images de ça date de ma première expérience sur le tour du Manaslu, qui remonte à 2010. C'était dans le cadre de l'ascension de la montagne. Donc, Richard disait tout à l'heure que j'aime bien les hauts sommets. Ben oui, ça remonte à très loin. Et le Manaslu a été ma plus grosse expérience à vie en termes d'expédition. Et il faut savoir que pour faire l'ascension du Manaslu, on part un mois plus tôt que nous, on prévoit à l'automne. Donc, cette année, par exemple, le départ est le 30 septembre. Et à cette époque-là, on partait plutôt vers le 30 août, 1er septembre. Donc, on était encore dans le phénomène au Népal qu'on appelle la mousson, un phénomène qu'on retrouve à peu près dans tout le sous-continent indien. C'est un système météorologique qui se termine vers la fin septembre à peu près. Donc à l'époque, on comprend bien qu'au tout début septembre, les routes étaient inondées et on en a un bel exemple ici. Mon point, c'est que ça rejoint quand même les possibilités qu'on peut avoir dans un contexte de dérèglement climatique, dans un contexte où c'est que les routes du Népal, après une grosse pluie, ça peut ressembler à ça. Puis aussi comprendre, à travers cette image-là, que un voyage au Népal, on sait quand on commence, on sait quand on finit, mais entre les deux, c'est une réelle aventure. Je pense que c'est pas galvaudé de dire que on est dans le terme de l'aventure, ou du moins, je pourrais même pousser dans le terme de l'expérience. Donc, ça fait appel à une grande capacité d'adaptation des voyageurs. Ça fait appel à la possibilité, être capable de se virer sur un dixaine, de dire, on vous a dit il y a une heure que c'était ça le plan, maintenant c'est ça le plan, et de faire avec, puis de s'adapter. Donc pour nous, je trouvais que cette image-là représentait bien l'univers dans lequel on va se projeter pendant presque un mois. Petite photo aussi donc au niveau des conditions. Donc le tour du Manaslu, on commence à 460 mètres. 460 mètres au Népal, c'est la jungle. C'est quasiment les tropiques. Il fait super chaud, même à la fin septembre. On peut parler de journées quasiment à 30 degrés au tout début. Et il faut savoir qu'on va progresser lentement vers les altitudes, donc vers le plateau d'altitude autour de 2000-2500 mètres. Ça va être à peu près après une semaine de randonnée. Donc, c'est pas rare au Népal qu'on va faire de la randonnée avec un parapluie ou un parasol, si vous voyez un peu l'utilité de tout ça. Du moins, dans les photos qu'on voit là, on voit bien cette chaleur qui est incarnée dans le contexte du début du trek. Équipe locale aussi, certaines personnes, en tout cas, là, je vous vois pas, je vous connais pas tous, mais si vous avez déjà voyagé avec nous, Richard, ça fait quoi, 23 ans à peu près qu'on travaille avec l'équipe au Népal. Et bien ça, c'est la gang en 2010, dont deux de ces personnes, Fouri et un autre, sont encore avec nous aujourd'hui. Donc c'est drôle de les revoir aujourd'hui, maintenant que c'est des adultes
confirmés, ben, c'était quasiment des vieux adolescents à l'époque, alors qui continuent à être fidèles au poste avec notre équipe locale. Ça se passe en camping. Donc, le Tour du Manaslu, c'est une région qui s'est ouverte au tourisme officiellement en 2002. Donc, c'est assez jeune historiquement dans l'histoire dans l'histoire des treks au Népal. Oui, c'était possible de le faire avant, mais c'était beaucoup plus complexe. Ça prenait des permis, etc. C'est encore le cas. C'est une zone restreinte, hein? Donc il faut avoir des permis spéciaux que nous, toute une paperasse que l'on fait à l'interne là, pour préparer nos voyageurs. Mais ça fait en sorte que localement, il n'y a pas eu d'immense développement. Les lodges, il y en a quelques-uns maintenant de plus en plus d'année en année, mais c'est pas abondant. Donc on a encore cette immersion-là dans un Népal plus historique. Qu'est-ce que ça pouvait être? Parce que là, je dis ça pouvait être, parce que je l'ai pas vécu, là, mais il y a peut-être 30, 40 ans à peu près. Donc, de voir un Népal un petit peu plus, encore une fois, je ne veux pas trop utiliser ce mot-là, mais authentique, ou du moins un petit peu plus vrai, du fait aussi que c'est une région qui vit en autarcie, donc qui dépend d'un commerce que local, parce qu'il n'y a pas de route. Alors, c'est quelque chose qui est un plus, je vous dirais, dans ce voyage-là, si vous recherchez cet aspect-là, évidemment, évidemment. Et tout ça vient avec son lot de rusticité aussi. Donc, c'est à prendre en considération, mais pour moi, ça en fait une expérience inoubliable. Donc, ici, c'est une photo pour nous rappeler aussi les influences culinaires. Donc, évidemment, on a un cuisinier et des aides cuisiniers sur nos voyages. On cuisine beaucoup avec une espèce de mix culturel parce que, bon, après tant de jours de randonnée, bon, c'est bien l'immersion culturelle, mais des fois, ça a ses limites, puis ça nous fait du bien, une espèce de comfort food qui nous rappelle la maison. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout en route, en fait, on va toujours avoir ces ravitaillements-là. Je pense que Richard en a parlé, où on va puiser dans la cuisine locale, dans les ressources locales. Et donc, tout début du train, dans la première semaine, dans l'univers hindou, on a tout un univers épices et fruits, légumes, etc., qui est beaucoup plus varié et différent que ce qu'on va avoir dans l'univers bouddhiste en altitude plus haut. Et je vous dirais globalement différent par rapport à ce qui était présenté précédemment. Donc ça, c'est un autre aussi, une autre particularité, une autre touche spéciale qu'on retrouve sur le Manaslu. Donc on dit autarcie, on dit vraie vie, entre guillemets, ben on rencontre des écoles, on rencontre des populations. Donc ça fait partie aussi de l'expérience. À l'époque, en 2010, donc ça fait pas super longtemps, mais quand même, donc 12-13 ans, ben on est encore quasiment des extraterrestres quand on arrivait là. Donc, en tout cas, c'est la sensation que j'avais. C'est-à-dire que les gens étaient émerveillés de nous voir, étaient curieux, venaient nous jaser ou essayer d'interagir avec nous, voulaient un peu en apprendre sur nous. Donc, vice-versa, il y avait un échange, c'était sympathique. Alors, certainement que quelques années plus tard, aujourd'hui, on retrouve encore ça. On le retrouve aussi par rapport à la vie traditionnelle, donc les métiers anciens qui persistent aujourd'hui. On parle d'autarcie, donc ça veut dire qu'ils font tout. Ils vont recueillir la laine des moutons, la tisser, ils vont recueillir le maïs, le faire sécher, surtout qu'on arrive en période automnale où c'est la fin des récoltes. Donc tout ce cycle-là de la terre, eh bien, on en est témoin. Ça nous en apprend même sur nos origines, si je peux vous dire, donc nos origines traditionnelles, parce que l'agriculture, ça a traversé toutes les cultures, c'est une façon de le dire. Donc, c'est pertinent pour cet angle-là. Hein? Quand je parle de voyage dans le temps, il y a ce petit clin d'œil-là aussi. Donc, on continue, on fait notre route, direction tranquillement la région en altitude, donc on monte progressivement, on suit la Burhi Gandaki, qui est une immense rivière dans le centre du Népal, et on va progressivement rentrer dans un Népal de forêt, et une forêt humide. Donc on n'est plus dans les tropiques, mais on rentre dans une forêt mixte, conifère feuillue. Mais surtout à cette époque-là de l'année, un peu après la mousson, les rivières, les chutes d'eau, les ruisseaux vont être abondant. Donc, c'est vraiment luxuriant. C'est le mot que j'avais à l'époque. C'était verdoyant, luxuriant. Il y avait des chutes partout.
c'était vraiment resplendissant à ce niveau-là. Donc, c'est un aspect, je vous dirais, autour des 1500, 2000 mètres, là, c'est une particularité des paysages qu'on va croiser. Les villages sont, donc je répète le mot, là, autarcie ou culture autonome, donc toute l'agriculture en terrasse, les villages comme on voit ici. Donc, ça fait partie aussi de l'univers dans lequel on marche sur le tour du Manaslu. Vous voyez la palette de couleurs, là, c'est vraiment le cas. Là, on est au milieu de septembre à peu près, et c'est l'ambiance dans laquelle on va progresser. Les villages, donc c'est moins développé pour ceux qui ont peut-être marché dans la région de l'Everest. Donc, ce sont principalement des villages qui sont construits récemment autour des axes, des lodges, des tea houses, des services pour le tourisme à pied. Là, il y a zéro ça. Ce n'est que pour l'économie locale. On le voit, un petit café pour les porteurs. D'ailleurs, quand on marche, on voit leur regard un petit peu ricaneur. La structure de pierre ici qui est faite pour accueillir les docos, les sacs, le sac traditionnel népalais des porteurs. Donc, c'est vraiment shapé pour pouvoir s'accoter sans se plier le dos. Donc, on est en immersion là-dedans. Et ce qui en fait qu'à chaque pas, on a le goût de prendre des photos. Dans chaque pas, on a le goût de découvrir un petit peu plus ce qui se passe là parce que c'est contrastant. Donc voilà, on monte tranquillement, on est on approche de l'eau Garon. On approche des 2000 mètres. Le paysage commence à changer un peu. Ça, c'est une photo d'iPhone de 2010, c'est déjà un peu différent. Et là, le monastère de l'Eau-Garon. Et ça va être notre première vue sur le Manaslu et ses deux sommets. J'appelle ça des deux oreilles de chat. Donc, on voit un petit peu mieux sur cette photo-là. Donc, l'Eau-Garon et puis le village de Go. Donc, on passe les 2200 mètres et on rentre dans l'univers bouddhiste. Donc, on le voyait bien sur la photo précédente avec ce superbe monastère. Et là, tranquillement, on va commencer officiellement le tour de cette montagne-là. Donc, je le répète, 8163 mètres, le 8e plus haut sommet du monde. Il y aura eu, tantôt Richard va en parler, mais juste avant ça, on aura fait une immersion dans la Tsum Valley, donc la vallée de Tsum, qui va nous monter plus en altitude. Richard fera un petit clin d'œil là-dessus. Mais sinon, au retour de cette vallée, on continue vers Samagon. On passe vers l'ancien camp de base du Manaslu, le nouveau, actuel, qui est situé à 4800 mètres. Donc, Samagon, c'est le village d'entrée et de sortie pour aller vers le camp de base du Manaslu pour faire l'ascension. Donc, c'est une possibilité. On se réserve cette carte-là. Est-ce qu'on va au camp de base? Est-ce qu'on va à l'ancien camp de base? Ça sera construit sur le moment. Mais il faut savoir qu'on va donner un regard géographique sur la montagne à partir de ce village-là. C'est à peu près sûr. C'est un village aussi, étant donné qu'il y a beaucoup d'expéditions qui en arrivent, qui en sortent. C'est un village qui est plus développé touristiquement, donc on va faire une espèce de reset, si vous voulez, de bonnes choses. Donc souvent, on peut avoir accès à de la viande, pour ceux qui mangent de la viande, on a accès à plusieurs produits un petit peu occidentalisés, de la bonne bière, etc., etc. On est à 3500. On fait un peu attention pour l'acclimatation et l'alcool, mais quand même, c'est une étape, je vous dirais, clé pour ça remonter le moral, parce que oui, on aime ça l'immersion, oui, on aime ça l'intégration culturelle, mais ça reste qu'on a toujours ce choc-là, et puis que un retour à l'occidentalité, ça fait du bien. Certainement de la Wi-Fi aussi dans ce village. Donc voilà, puis il faut faire un petit clin d'œil aussi par rapport aux expéditions. Donc, nous, on y va 30 septembre, on va arriver peut-être à Samagon autour du 15 octobre. Ça sera certainement la fin des expéditions sur le Manaslu. La saison de grimpe se passe à cette époque-là de l'année et se termine, ça commence au début septembre, ça finit autour du 15 octobre environ. C'est un sommet qui est très convoité maintenant depuis quelques années alors que le Cho-Oyu est fermé du côté tibétain. Donc maintenant, les grimpeurs qui veulent affronter l'Everest vont, entre guillemets, se pratiquer ou se faire à la haute montagne sur le Manaslu. Donc c'est vraiment un moment où on peut faire une petite immersion dans l'univers de la haute montagne. On continue.
notre marche, justement, on va flirter avec le Tibet, parce qu'on va dans le village de Samdo, à 3800 mètres, on va vraiment s'en approcher. On va reconnaître aussi un peu son architecture de village, taillée de pierre, tout ça. Donc, on change aussi d'ambiance par rapport à ce qu'on a vu avant. Là, on rentre vraiment dans un Népal aux influences tibétaines très fortes. Samdo, donc, c'est le village avant Dharamsala. Dharamsala, c'est le dernier petit campement très rudimentaire avant de se lancer dans la longue traversée du col de l'Arquet, qui va nous mener, en fait, de 4400 mètres à 5125 mètres, point culminant du trek. Et là, on va voir un autre regard sur le Manaslu. Et je pense que à partir de Samdo jusqu'à Bintang, un village un peu plus loin, ces 3 journées-là sont vraiment une immersion, une ambiance totale de haute montagne. Donc, pour ceux qui recherchent ça aussi, là, dans un voyage de trek au Népal, ces 3 journées-là sont vraiment fortes en émotion, fortes en paysage puissant. Donc, ça, c'est clair. Pour en avoir fait plusieurs, celle-là en particulier, je trouve qu'il est très spectaculaire. Donc, ici, col de l'Arquet à 5125 mètres. Là, ici, j'étais en petit soulier, là, j'étais full acclimaté à l'époque, là, mais bon, c'est peut-être pas la tenue qu'on va avoir en temps normal. On s'adaptera le temps venu. Et on continue notre descente. À partir de l'Arquet, donc on descend, on quitte l'univers vraiment glacier, là, si vous voulez, du Manaslu pour redescendre tranquillement dans un univers de forêt. On va vers Bintang et là, on regarde le Manaslu puis on le voit complètement d'un autre angle. C'est pas tout à fait son sommet, mais c'est la montagne en tant que telle et c'est le point culminant qu'on voit doit faire à peu près 6600 mètres et tranquillement on descend vers un super village qui s'appelle Bintang, un coup de cœur pour moi, qu'on va voir un petit peu plus loin puisque j'ai vraiment l'impression d'arriver au Moyen-Âge dans ce village-là. On continue avec quelques ambiances, quelques images, surtout le soir, c'est magique, là. Pouvez-vous imaginer le pattern de météo au Népal à cette époque-là, donc à l'automne, au printemps, c'est souvent des nuitées, donc des soirées tardives, là, jusqu'en début d'après-midi qui sont très dégagées, puis après ça, des après-midi un petit peu plus chargés en nuages pour après ça se redégager en fin de soirée. Donc, le ciel étoilé, la lumière des glaciers, si on fait de la longue exposition en photo, etc., c'est juste malade. Donc, si on n'est pas couché encore à cette heure-là, ben, on a toute une autre perspective sur les hauts sommets. On continue le trek, traverse des rivières, etc. Donc, on arrive là, vers la vallée là, des Annapurna. Le Manaslu est encore présent, est encore très présent même, jusqu'à Bintang, qu'on voit ici. Donc, ça, c'est juste un petit échantillonnage là, des petites maisons. C'est principalement un carca, là, donc c'est un haut pâturage, si vous voulez, de yak et de dzo, mais ça reste qu'il y a une petite communauté qui vit là, en saison, et on a l'impression d'être à l'autre bout du monde, il y a 1000 ans. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, un highlight. Même chose du village qui suit, où l'on rencontre les populations locales, encore bien surpris de voir des Occidentaux. Ça a sûrement changé parce que depuis que le Manaslu est devenu une destination très populaire là, pour les ascensions, ben Bintang et la région à l'ouest là, est de plus en plus fréquentée par les grimpeurs. Donc, ça a peut-être changé un petit peu cette ambiance-là, mais ça reste que, en comparaison avec les autres treks, c'est pas mal moins fréquenté. Et à la toute fin de ce trek-là, on rentre dans l'univers du Tour des Annapurna à Dharapani et on revient dans un contexte de lodge bien établi avec des belles petites chambres, du moins, parce que là, on va peut-être avoir une nuitée ou deux en chambre à ce moment-là. On va profiter du café Lavazza, café italien, comment on dit ça, des German bakery, là, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est vraiment, ça fait du bien. On refait le plein de bonnes choses avant, progressivement, de faire la route et de revenir à Katmandou. Donc, voilà un speech assez rapido. Le topo du Tour du Manaslu. Richard pour la TUM. Ouais, juste un petit mot pour vous dire que le voyage commence par la vallée de Tsum.
Le Manaslu, ça a été notre premier voyage étoile filante, 1999. C'était à peine ouvert et il y avait moins de 100 personnes qui étaient passées par Manaslu avant nous autres. Et bon, j'avais fait le tour du Manaslu, puis la vallée de Tsoum était fermée. Et elle a été ouverte, je pense, en 2012, quelque chose comme ça. Fait qu'évidemment, on s'est précipité sur la vallée de Tsoum. La vallée de Tsoum, elle est culturellement absolument tibétaine. Et il y a une super belle montagne qui s'appelle le Ganeshimal, qui fait 7400 mètres. Là. Donc, on fait c'est un voyage qui est long. Hein? On voulait offrir, on vous a parlé du pays Sherpa qui est 20 jours, l'autre Tamé 26 jours, Ladakh 26 jours. Celui-là, c'est 29-30 jours. On voulait offrir un voyage plus long. Et donc, aller par la vallée de Tsoum, ça rendait ça particulièrement intéressant. Oui, ça aide pour l'acclimatation et tout ça, mais la vraie raison, c'est parce que c'est vraiment super différent, intéressant, spectaculaire et encore moins fréquenté, s'il faut le dire, que le Manaslu. Bref, en partant autour de 500 mètres, on monte jusqu'à 5200. On s'en va dans la vallée de Tsoum, on fait le tour du 8000 mètres. Puis le Manaslu, c'est un des beaux sommets de 8000 mètres parce qu'il est pointu. Hein. Tu sais, c'est pas le cas de tous les 8000 mètres. Là. Esthétiquement, c'est un des très, très beaux 8000 mètres. Fait que ça fait vraiment un circuit extrêmement varié. Si on me demande la question, lequel des circuits est le plus varié au Népal, c'est clairement le Manaslu. Pour tous les côtés écologiques, c'est-à-dire tous les écosystèmes. Après, il y a toutes les différentes cultures. Quand on est en basse altitude, on est dans le monde hindou. Et si on monte tranquillement, bien, il y a une espèce de métissage. On va arriver, évidemment, c'est bouddhiste, mais c'est tibétain. Il y a des villages, c'est des réfugiés tibétains, mais il y a d'autres villages où c'est les Tibétains depuis toujours. Fait que c'est vraiment un circuit hyper varié. Pas de problème pour l'acclimatation à l'altitude parce qu'on part à 500 mètres, fait qu'on monte, on monte, on monte. Les journées sont raisonnables, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas un choc pour l'altitude. Donc, voilà, moi, je laisse François-Xavier FX terminer avec mes rapides. Je suis encore là à la fin pour répondre aussi aux questions. Voilà, ben, merci. Puis je vais répondre à la question de Liette par rapport à ce que ça prend à l'entraînement. Je ne sais pas si tu en avais parlé, Richard, là. Comment se préparer à un voyage au Népal, tu sais. Donc, je vais peut-être faire une transition entre les voyages de trek puis les voyages de montagne avec cette question-là. En fait, qu'est-ce que ça prend? Ça prend une endurance à tous les niveaux. Donc, je sais pas si on vous a donné des détails particuliers par rapport aux heures de marche, au dénivelé, mais il faut savoir qu'au Népal, dès qu'on tombe en altitude, à partir de 2500, 2700, c'est là que ça devient significatif. C'est là qu'il y a une variation au niveau de la pression atmosphérique. Eh bien, à partir de là, on commence à réduire la longueur des journées, on commence à réduire la vitesse, le rythme des pas, parce qu'on se met en mode économie d'énergie. Donc ça, c'est dans notre organisation. On force quasiment les gens à oh, relax, va tranquille, profite du paysage. Les journées vont être entre 4 et 6 heures à peu près de marche, des fois même un peu moins qu'on est très haut. Donc, par rapport à ça, on ne fait pas appel à une grosse capacité cardio-respiratoire, à de la haute performance, à tout, à une endurance vraiment hallucinante au niveau là, des capacités physiques à la journée, mais on fait beaucoup appel à la capacité d'endurer tout ce qui tourne autour de ça. Donc oui, marcher régulièrement, ça c'est déjà, je vous dirais, c'est ça la base de marcher régulièrement. Donc ça veut dire quoi? C'est quelques heures sur plusieurs journées consécutives. Déjà, est-ce qu'on a l'opportunité de faire ça ici au Québec ou à proximité? Donc peut-être de prévoir ça en vue d'un voyage au Népal pour voir comment le corps réagit, comment le corps se renouvelle donc, au niveau de ses énergies. Mais donc, le reste, c'est vraiment plus dans la tête, c'est-à-dire quoi? Bon, on a peut-être parlé un peu des détails là,
Le camping, oui, il est confortable, mais ça reste du camping. Il y a des nuitées humides, il y a des nuitées froides, il y a des soirées froides, des fois dans la tente commune, parce qu'on n'est pas toujours dans des lodges pour faire les repas. Il y a le mal de tête relié, mal aigu, là, de tête relié euh, à l'altitude, les nausées qui peuvent tourner autour de ça, tous les problèmes gastro-intestinaux. Donc, si vous faites des combinaisons comme ça, tout ça devient des irritants. Donc, c'est l'endurance qui va faire en sorte qu'on va passer au travers de ça, parce qu'on finit toujours par se résorber. Ces problèmes-là se résorbent, hein? En tout cas, du moins dans la plupart des cas. Mais il faut avoir la capacité de passer au travers, parce que, je vous dirais, entre guillemets, il y a un prix pour voir tous ces paysages-là incroyables, ces rencontres incroyables, mais c'est ça, il faut en être conscient, puis il faut aussi avoir cette capacité d'endurance-là globale. Donc, comment se préparer à ça? C'est sûr que quelqu'un qui est en forme physiquement va littéralement être, pas littéralement, mais va être mieux, va avoir plus de propension à ce que ça se passe mieux au niveau de l'acclimatation, mais en même temps, ce n'est pas l'unique facteur. Donc, d'arriver au Népal, je dis souvent aux gens, d'arriver au Népal le plus calme possible, le moins de stress relié au travail, si vous travaillez encore. C'est des éléments, je vous dirais, qui sont importants. De bien faire la déconnexion entre sa vie de tous les jours puis ce voyage-là. Puis le voyage lui-même va aider à ça, mais déjà d'arriver dans un mindset comme ça, c'est primordial. Après ça, on va bien vous préparer dans une rencontre préparatoire par rapport à, oui, un peu d'entraînement, mais surtout les bons équipements, savoir exactement au niveau de la logistique comment s'adapter au quotidien à travers toutes les difficultés. Puis ben, le reste, ben, c'est un laisser-aller. Donc, c'est le karma. Donc, t'as-tu un bad karma ou t'as un good karma? Ça, c'est vous qui contrôlez peut-être un peu ça, un peu. Donc c'est beaucoup ça un trait au Népal. Et faire face, avoir la capacité de faire face à tous ces changements, des situations qu'on va vivre là-bas, parce que on est très loin. Ben, oui, ça c'est un voyage que nous on organise, donc c'est un voyage organisé par définition, mais pour le reste, on est loin de cette définition-là. Voilà. Donc, je vous ramène dans l'univers du Népal, mais avec un regard montagnard. Donc, on fait quelques treks avec sommet au Népal. Du moins, on en faisait. Là, on en remet un depuis l'année passée sur la carte, c'est-à-dire le Mera Peak. Donc, ce Mera Peak culmine à 6476 mètres. Donc, c'est vraiment le plus haut qu'on va à date au Népal. On a fait plusieurs sommets dans le passé. On a une longue expérience pour les montagnes au Népal. Eh bien, avec mon arrivée chez Caravanier, puis mon passé de montagnard, ben là, c'est une espèce de mariage qui nous permettait de remettre tout ça et de continuer à rêver des hauts sommets. Donc, le mont Méra, où on le situe, ben, il est voisin de l'Everest. Il est voisin à l'est de l'Everest. C'est la vallée ici qui sort sur la carte. Il y a un village qu'on connaît. Bon, bref, vous avez vu tantôt dans la description de Richard, Faflou, pour le pays Sherpa. Même chose pour la vallée de Temé via le pays Sherpa. Donc, c'est un peu le point d'arrivée. Cette région ici, je ne sais pas si les gens voient mon curseur, mais c'est un peu le point commun entre nos treks, donc pays Sherpa, vallée de Tamé, donc l'Everest par la vallée et le pays Sherpa, et le mont Méra. L'Ukla, on peut situer ici que vous connaissez, donc on va terminer cette expédition-là à l'Ukla. Donc cette année, en octobre, on est arrivé à Faflou par la route, donc on avait déjà, avant les accidents d'avion et tout, pris la décision de favoriser le transport routier. Oui, c'est plus long, mais c'est plus ponctuel. Et c'est aussi, ça nous permet de saisir le territoire, de saisir d'autres perspectives du pays qui sont pas toujours dans l'axe ou dans l'angle touristique. On se rend jusqu'à Faflou, donc c'est un bon road trip, et on marche ensuite tranquillement jusqu'à Pangom. Finalement, on se trouve à être au sud de l'Ukla, vraiment au cœur du pays Sherpa. Pour l'édition qui s'en vient, on est en train de regarder pour une variante, de manière à être un petit peu plus direct, parce que dans cette traversée-là, d'ouest en est, sur l'ancienne voie Jiri-Lukla,
qui était la voie qui menait à l'Everest dans les années 50, 60, 70, eh bien, avant l'avènement de l'avion, là, justement, à l'UCLA, eh bien, cette route-là passe à travers col et sommet. Donc, elle est demandante au niveau des jambes là, pour les gros dénivelés. Donc, on essaie de trouver une variante via Boom, ici. Donc, arriver un petit peu plus par le sud. Mais bon, c'est encore en construction. Mais on garde le même esprit, parce qu'on va être dans le même univers, c'est-à-dire moyenne montagne, 2000, 2500, 3000 mètres. Donc, on est dans la culture Sherpa, la région du Sulu. C'est un peu le même univers que vous avez vu dans les deux voyages que Richard a présentés. À partir de donc, cette vallée ici, de cette rivière-là, ben, on se ramasse complètement dans une vallée à part qu'on ne verra pas nulle part dans nos autres voyages pour ensuite aboutir au bout, culminer avec l'ascension du Mérapic et ensuite de ça revenir via le col de Zatrois pour descendre à l'Ucla. Donc, c'est 3 jours de retour après avoir fait un sommet. Retenez ça, ça fait partie d'un des défis du voyage. Donc, parce que grimper des montagnes au Népal, ça se fait pas sans la force et le service incroyable de nos équipes. Donc, je vous présente quelques amis Climbing Sherpa avec qui on collabore. Donc, j'ai pu personnellement voyager pour des expés personnels avec la même équipe que Caravani dans le passé. Donc, ça tombe bien, on se connaît bien, même si ça fait juste 2 ans que je suis là. On a les mêmes équipes locales, ça c'est quand même très cool. Donc, ici, mon ami Dawa et l'ACPA, avec qui j'ai grimpé le Manaslu en 2010. Donc, c'est les mêmes, ou quelques, en tout cas du moins dans la même gang, qui vont se retrouver sur nos voyages en montagne. Donc, on va voir un petit peu plus loin Namgyel et autres amis Sherpa. Tout ça est accompagné de porteurs, évidemment, etc. On va pouvoir tester justement la charge. Ça, c'est un peu la joke qu'on fait là-bas. Là. La charge. Quelle est la charge d'un porteur? Souvent autour de 25 kg. C'est un peu la norme là, que nous, on essaie d'avoir. Mais 25 kg portés sur la tête comme ça, hein, c'est un défi quand on sait que le voyage dure à peu près 16 jours. On va être en immersion, même affaire, tout au début. C'est ce qui est sympathique aussi du Mérapic, c'est qu'on passe à travers 3 univers. Donc, la région Sherpa, justement, le Sulu, où là, on a des lodges, on a des services, c'est quand même, c'est la vraie vie, tu sais. On est bien. Après ça, on passe en moyenne montagne, où là, c'est plus restreint, mais un petit peu plus développé, parce que dans la région du Mérapic, il y a pas mal d'expéditions qui passent là à chaque année, ben les loges sont un petit peu plus développées. Puis à la toute fin, où là, c'est plus autarcique, limité, parce qu'on est autour de 4200, 5000 mètres. Donc, voilà. Et la notion de service client plus, c'est un peu une blague, mais avec nos teams locaux ici, donc Namgyel entre autres et la cafetière Caravani. Donc souvent même au niveau de la bouffe, donc on a des super équipes parce que là dans les voyages d'expédition, le volet énergétique est quand même très important. Donc on collabore beaucoup avec entre autres Dawa, qui était notre cuisinier lors de la dernière expédition. Moi-même, mon passé de cuisinier. Donc, moi, j'essaie d'être avec eux, de cuisiner. On essaie de faire une interaction culturelle parce que des fois, on fait des petits apports occidentaux dans la bouffe, puis les autres sont super curieux, puis moi, je vais cuisiner avec eux autres, puis c'est très sympathique. Mais, donc, ça, tu sais, mettons, sortir une poutine à 4200 mètres parce qu'au Népal, on produit du fromage de Nac, on produit de la pomme de terre énormément. Donc, puis la sauce qu'on amène du Québec, donc c'est juste drôle. Mais c'est con l'effet psychologique que ça fait dans nos têtes. Et ça, dans un moment clé du voyage, c'est une bonne carte à jouer. Voilà. Donc, je continue un peu avec des images justement de cet univers-là, du pays Sherpa, pour vous montrer un peu dans quel univers on est. C'est ce que vous avez vu dans les autres images. Mais bon, vous voyez, fait qu'on part quand même de 2400, 2600 mètres à peu près, puis on va aller jusqu'à 6476 mètres. C'est une longue et belle progression. Donc, au niveau de l'acclimatation, c'est toujours une carte que nous, on joue. Là, au départ, on s'assure que notre itinéraire respecte les règles de l'acclimatation. C'est super important. On essaie de faire un gain maximal de 400, 450 mètres d'altitude à chaque nuit ou entre les nuits. Après ça, on fait des paliers aux 1000 mètres avec une journée de repos. On respecte ce topo-là
tout le temps quand la géographie le permet. Donc ça, c'est bien important. Puis il y a certains, vous voyez ici peut-être, je ne sais pas si vous avez compris ce qui est écrit en humain ici. Voilà. Donc cette étape-ci qu'on a rajoutée cette année, donc on est à Panchpokari, donc on a décidé d'aller plus vers la région, encore à l'est, plus à l'est quasiment que le Mera, plus en montagne. Panchpokari, ça veut dire les 5 lacs. C'est une région qui est superbe pour la variation de paysage qu'on va avoir par rapport au pays Sherpa. On quitte le pays Sherpa, là. Ça fait une journée de marche à peu près. Et on va aller faire justement un palier d'acclimatation à 4250 mètres dans ce micro-village-là. Donc, vous voyez notre village de tentes avec les lodges qu'il y a là. Et bien là, on passe 2 jours et on va s'acclimater justement en allant voir ces lacs-là qui sont perchés autour. Super endroit. Ça a été une étape clé, je vous dirais, dans la réussite du dernier voyage. Ce palier-là à 4400 mètres, à 4250, puisqu'après ça, on continue un petit peu plus haut, on repasse un col pour redescendre. Voyons, on revient un peu vers l'ouest pour aller dans la vallée du Mera. Le paysage est complètement ouvert. On revoit justement le Numbour au loin qu'on aura dans le pays Sherpa. Donc, on refait un peu nos repères. On redescend dans les forêts de rhododendron à 4000, même plus bas que ça, 3500 mètres d'altitude. Il fait chaud à nouveau. Il y a de l'abondance de l'eau, tout ça. On reprend nos énergies. Puis on va monter ensuite tranquillement en longeant la rivière, la fameuse rivière de cette vallée-là, que là, je suis trop énervé pour me souvenir c'est quoi son nom, pour se diriger à notre premier village de la vallée du Mera qui s'appelle Côté. Donc à Côté, on va ici, on est à 3680 mètres. On revient dans un univers confortable, je vous dirais, parce qu'il y a 2 villages, ou tout moins 3 villages clés dans la vallée du Mera, donc Côté, Tangnang et Carré. Et puisqu'ils sont fréquentés par les expéditions du Mera Peak, eh ben, il y a des lodges et il y a des services qui viennent avec Wi-Fi, parce qu'il y a des antennes, et toutes sortes de produits de consommation occidentale, comme des chips, de la bière, des choses comme ça, mais vous allez peut-être comprendre un jour en allant au Népal que tout ça peut avoir un certain sens important. Donc voilà, donc ces 3 villages-là font du bien, je vous dirais. Les treks entre les villages sont superbes, donc on arrive à la fin, avant de se rendre vers le Mera, dans un univers justement qui peut ressembler un peu à la région de l'Everest, si vous voulez, en termes de paysage puis de services, mais pas mal moins fréquenté. Bon voilà, on continue, on progresse, on longe vraiment cette rivière-là, on la monte progressivement. On va au pied d'un sommet qui est superbe, à 6400, c'est le Sherpa Tse. Donc c'est une montagne très importante là, dans la région du Mera. Elle va nous guider, je vous dirais, le long de notre marche. Et pour arriver à Tangnang, donc au pied du Mera. Donc le Mera qu'on va voir d'un angle assez surprenant, qui va peut-être nous décourager même un peu, puisque à 6400 mètres avec une face de roche comme ça, on ne s'imagine pas tout à fait ce que c'est le projet dans lequel on s'est lancé. Mais le Mera, il faut le contourner, donc c'est pour ça qu'on fait un long tour vers le nord pour aller tout au loin, là-bas sur la photo. Là, on voit peut-être un peu au pied du glacier, tout au loin, on voit un peu l'emplacement où sera le dernier village camp de base qui se nomme Carré. En longeant la route entre Tangnang et Carré, on est vraiment dans l'ombre des grandes faces du Mera. Il y aura à peu près, je sais pas moi, 1800 mètres de dénivelé vertical. Et on arrive ici à Carré. Carré qui n'a pas beaucoup changé à travers les années. Et Carré sera notre camp de base, donc d'acclimatation à 4950 mètres. Donc c'est une étape clé. On fera un autre palier d'acclimatation. Et il y a plein d'options de marche faciles ou un petit peu plus engagées pour s'acclimater pour un peu plus haut, puisque notre étape qui suivra sera à 5800 mètres, le high camp du Mont Mera. Donc, pour un peu gérer ce gros gap-là de 800 mètres-là, on préfère passer 3 nuits là et s'acclimater autour. Donc, pour que le choc soit moins fort. Donc, la crête que vous voyez sur la photo, là, la crête brunâtre,
Elle mène en direction de la région de l'Everest, puis nous mène vers un super point de vue de la Madablam, une montagne mythique du côté de l'Everest. Donc, on fait un petit clin d'œil vers cette région-là. On aura aussi l'occasion de vérifier nos équipements, de se faire un gros check-up au niveau des techniques alpines, puisque dans un voyage comme ça, on demande de marcher. En fait, c'est de l'alpinisme de base. On demande de marcher sur un glacier avec crampons piolets et d'être encordé. Donc, on a des guides Climbing Sherpa pour nous encadrer là-bas. C'est très important, mais on va avoir aussi une journée de préparation, formation qui aura lieu dans les environs de Montréal ou de Québec, selon la provenance des gens. Mais la mémoire est une faculté qui oublie, donc on fait une espèce de recap complet à ce moment-là à Carré. On aura même l'occasion, et ça c'est selon notre stratégie, selon la composition du groupe, d'aller faire une espèce de hike d'acclimatation au pied du glacier du Mera. Des fois, ça permet de démystifier un peu la montagne, donc mentalement de l'abaisser, si vous voulez, de voir que finalement, c'est plus la pente de fou de roche qu'on a vu 2 jours, 3 jours plus tôt à Tang Nang, mais c'est plutôt cette longue pente progressive sur un glacier, puisque le sommet, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais le sommet, c'est ce petit buton-là ici. Au petit, en guillemets, là, puisqu'il est quand même au-delà de presque, en tout cas, à 6500 mètres, et que le high camp sera au pied de cette roche, au pied de cette roche-ci. Donc, on va aller démystifier la montagne, c'est à 5200 mètres. Ça, ils appellent ça, en fait, le camp de base officiel. C'est pas Carré, mais c'est un petit peu plus loin. Il y a des établissements de tente et tout. Et dans certaines éditions du passé, on est même allé faire un retour des formations alpines, techniques alpines et tout, sur le glacier même du Mera. Donc, ça permettait de faire une espèce de 2 dans 1, démystifier et réapprendre nos techniques. Donc, bien important. On a même fait de l'escalade de glace à une époque, parce que le groupe avait pas mal d'énergie, disons. Donc, quand vient le temps de se pousser vers le sommet, donc l'ascension technique, si vous voulez, pour un voyage comme ça, il faut bien comprendre que c'est vraiment un trekking peak, c'est sa dénomination là-bas en anglais. Donc, trekking, puisqu'on fait un superbe trek pour se rendre jusqu'au pied de la montagne. Et ensuite de ça, ascension, donc peak, là, sur la montagne, qui, elle, en fait, c'est 2 jours. C'est pas super long. Donc, c'est 2 jours techniques sur l'ensemble du voyage. Et ça sera une marche crampon, pas nécessairement encordée, en tout cas, du moins selon l'historique de crevasse, ça sera à établir juste avant. Mais on va marcher tranquillement sur ce glacier-là, avec une pente très douce, hein, pour un sommet comme celui-là, jusqu'au high camp. Et en se retournant derrière nous, il ne faut pas oublier qu'on a une des plus belles vues sur les plus hauts de la planète, entre autres l'Everest, le Lhotse. Sur la gauche, on voit le Choyu. Et si on pouvait regarder à droite, on verrait le Makalu. Donc, 4 sommets de 8000 mètres, le Pumori un petit peu plus au loin. C'est en fait une situation géographique, si vous voulez, qui est comme plus en distance par rapport à ces hauts sommets-là. Quand on fait le trek du camp de base de l'Everest, on a tous ces sommets d'en face, c'est vraiment très, très vertical, même on n'a pas de perspective. Là, on est vraiment avec un regard avec perspective, et ce qui en fait, selon moi, un des plus beaux sommets accessibles de 6000 mètres. On n'est pas à l'affaire. Le high camp, par contre, ça c'est peut-être le petit bémol. Donc le high camp est à 5800 mètres, on le voit ici. Tout le monde est collé, c'est dense, c'est vraiment littéralement un nid, si vous voulez, qui est perché dans les montagnes. Il y a très peu de bons endroits, c'est un peu la guerre, on fait nos spots, etc. Donc ça, c'est une guerre que vous n'avez pas besoin de faire, c'est nos équipes locales qui gèrent ça, mais je vous dirais que ça, c'est un peu le nœud là, de ce voyage, mais ça reste qu'on y parvient toujours. Ça ne sera pas le highlight, la nuitée au high camp, mais quand même, au niveau de la vue, c'est imprenable. C'est certainement des très beaux endroits pour monter, je pense que du moins au niveau de la perspective, pour avoir un camp, mais pareil, ça joue très serré là-bas. Là. Il y a beaucoup de gens qui se concentrent, et puis la période d'ascension est quand même juste en octobre, un peu novembre. Alors, il faut s'attendre au moins à 20, 25, voire 30 personnes là, par nuit à ce camp-là. Donc, on fait du mieux qu'on peut, mais c'est une étape obligatoire. Au lever du soleil, voire même pas mal d'heures avant, on part entre 1h et 2h du matin
pour faire l'ascension du Mera. Donc, c'est une ascension de nuit puisqu'on veut une texture de neige, de glace qui est solide, qui est moins sujet à des glissements de neige, voire peut-être des avalanches, mais c'est zéro un terrain d'avalanche. Donc, c'est aussi au niveau de l'aspect, on va dire, sécuritaire, le Mera est vraiment une montagne accessible à ce niveau-là. Je le répète, accessible dans le contexte d'un sommet de 6000 mètres. Donc, vous voyez un peu l'angle du terrain. Donc, c'est pas là qu'il y a des détachements de neige qui partent, mais quand même à pas prendre à la légère, quelques crevasses à franchir, etc. Donc, tout ça fera en sorte qu'on sera encordé en ce moment-là avec nos guides Sherpa pour se diriger en fait de 5800 mètres à 6476 mètres. C'est une ascension qui prend entre 4 et 6 heures, donc c'est pas non plus énorme en termes de déploiement d'altitude, c'est très haut. Il a fait très froid aussi, en tout cas cette année, c'était peut-être moins 20 au thermomètre, là. Donc c'était rough un peu sur les températures, mais au moins c'est pas long. Puis quand le soleil se lève, toute cette perspective-là, cette perception-là change. Heureusement, heureusement. En arrière, le Makalu, tantôt je vous parlais, là, on voit cette crête-là. C'est la crête sud-est, je pense, du Makalu, qui est sud-ouest, pardon, qui est superbe, donc un classique dans l'alpinisme de l'Himalaya. Petite photo ici qui donne un peu une perspective de notre randonnée technique jusqu'au sommet. Donc, on est autour de 6200 mètres, le soleil est établi, on arrive bientôt vers le sommet. Même perspective ici, toujours avec l'Everest, le Lhotse. Donc, c'est magique, littéralement magique. Et ça nous fait oublier tout l'effort qu'on déploie pour se rendre jusqu'en haut. Quelques petits moments de pause, de solitude, et le sommet sera à nous. Cette année, on s'attendait, parce qu'historiquement, le sommet du Mont Mera, les 15 à 20 derniers mètres étaient toujours très vertical. C'était, je sais pas moi, 45-50 degrés, c'est des côtes fixes, il y avait des line-up pour grimper jusqu'en haut, on s'attendait à ça. Mais cette année, avec les vents, le déplacement de la neige et tout, ça a vraiment tout adouci, si vous voulez, le pain de sucre sommital, qui fait en sorte que maintenant, c'est vraiment une marche, une crête pour aller jusqu'en haut. Donc, c'est le même niveau technique, en fait, jusqu'à la fin. Ce qui fait que vraiment, je confirme que cette ascension est vraiment une très belle initiation avec un grand I là, à la haute montagne et à la marche sur glacier. Juste au pied du sommet, il y a un spot très arrondi où là, on a comme vraiment une vue incroyable sur l'Everest. Je rappelle, le service et le dévouement de nos équipes Sherpa est incroyable. On s'attache vraiment à eux. En tout cas, moi, à travers toutes les expéditions que j'ai pu faire là-bas, sans eux, faire le Mera ou faire tout autre sommet est un enjeu différent. Donc, respect à ces gens qui se dévouent au sport de haute montagne. Donc voilà, le sommet qui est quand même vertigineux. Hein? Le sommet réel, là, donc il est pas grand, il fait peut-être 20 mètres par 5 de large. Ça tombe des deux côtés. Je dis à tout le monde, on s'ancre bien le piolet dans la neige. On prend le nombre de photos qu'on veut, mais c'est pas le temps de faire 3 pas à gauche, 3 pas à droite. On reste là, on profite. C'est un super, vraiment, là, quand tu as la sensation d'arriver en haut puis d'avoir une vue imprenable, vertigineuse, oui, là, sur les environs, mais de dire, mais je suis là, puis tu te pinces et tu te dis, je suis là. Et les plus endurcis d'entre nous, les plus virils d'entre nous dans le dernier groupe, ont tous versé une et plusieurs larmes en arrivant au sommet pour diverses raisons. Accomplissement, émerveillement, pousser ses limites au bout. Donc, tout ça, c'est quelque chose de super fort. Encore moi, aujourd'hui, j'ai toujours les larmes aux yeux quand je vois le monde arriver comme ça. Même moi-même, d'arriver là. Donc, c'est un moment très fort qu'on célèbre ici. Donc, c'était la gang du mois d'octobre 2022, où il y a 9 des 11 participants qui ont atteint le sommet. Donc, tu sais, pas sans baver, pas sans effort, mais qui sont arrivés. Donc, ça, c'est quand même important à se souvenir. Donc, ça en vaut vraiment l'effort, sans trop non plus rentrer dans un univers technique d'alpinisme. Descente, parce que tout sommet mérite une descente. Hein?
Donc, un réel sommet, en fait, il s'accomplit que lorsqu'on arrive en bas. Ça, c'est la devise à l'interne. Donc, une descente qui, des fois, est longue, des fois, ça commence à être chaud, la neige glisse, donc il faut rester super vigilant jusqu'en bas. Et je vous dirais, l'étape psychologique la plus engageante de ce trek-là, c'est oui, l'ascension, c'est sûr, mais après ça, c'est le retour. On a 3 jours de retour. On peut voir ça positivement en se disant, wow, ok, j'ai 3 jours pour décanter, filtrer mes souvenirs, vivre le moment, et non pas de passer d'un high géographique naturel à un high urbain, là, donc cette espèce de transition-là qui est bien. Mais ça va impliquer de descendre, en fait, de carré à 5000 mètres presque, aller jusqu'à côté, descendre un petit peu plus bas et remonter le col de Zatrois. Le Zatrois qui fait 4680 mètres, donc c'est une grosse montée de 1200 mètres, puis de redescendre à peu près 1400 mètres jusqu'à Lukla. Donc c'est physiquement super imposant. On voit ici la descente, entre autres, vers Lukla. Mais c'est un mal pour un bien, si vous voulez, dans la perspective de cette transition-là, je pense. Moi, je dirais que de se sauver de là par des moyens mécaniques serait une trahison. Donc, il faut vivre ces 3 journées-là. Il faut se garder un petit peu d'énergie, je pense. Et puis, ça fait qu'en sorte que quand on arrive à Lukla, ben, la sensation d'accomplissement est à son maximum. T'sais. Fait que voilà, donc on complète la boucle à Lukla. On profite un peu des bonnes choses de Lukla, puisque Lukla, maintenant, c'est rendu. Il y a de tout. Il y a de tout. Voilà, mais il y a de tout, mais en même temps, on n'est pas à Katmandou. Donc, moi, Lukla, j'aime bien pour ça. Parce que Katmandou, le clash est fort. La chaleur, l'univers sonore des moteurs, le bordel, entre guillemets. Donc, moi, je trouve ça un petit peu toujours choquant. Donc, je profite de ma dernière nuit à Lukla pour faire une belle transition. Un petit clin d'œil humoristique ici. Justement de Katmandou lorsqu'on revient. Donc, la mode Instagram a envahi tout le monde. Et puis bon, c'est normal, tout le monde veut se moderniser. Justement, quand tu arrives t'as passé du temps avec des Sherpas qui ont traîné des charges, des Sherpas qui ont monté des clients jusqu'en haut, qui ont forcé fort dans le froid, dans toutes les conditions. Puis tu arrives avec le Népalais, on va dire, émancipé, ou la jeunesse népalaise émancipée, autour d'un temple qui s'appelle Swayambunat. Puis là, tout le monde se fait des pauses Instagram. C'est bien drôle de voir ce contraste. Donc, je porte pas de jugement, je fais juste un regard sociologique là-dessus. Et puis, ben, c'est ça. Donc, à la fin, je vous laisse avec cette image-là que j'ai prise tout récemment, qui incarne un peu toute la puissance de ce pays-là. Donc, la puissance spirituelle, la puissance culturelle, puis la puissance aussi naturelle. Puis, à travers une expédition en montagne au Népal, je trouve que ça va à son plus haut. Donc, voilà pour le Mera. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez d'autres questions, écoutez, je vous invite à m'écrire. Hein? Donc, vous pouvez retrouver mes coordonnées sur le site ou je peux vous le mettre dans le chat. Puis, je vais prendre quelques questions là, dans la zone Q&R. Donc, je pense avoir répondu là, au niveau de l'entraînement à peu près. Puis, bon, si vous avez des allergies, tout ça, oui, on s'adapte, là, on s'adapte, mais après ça va dépendre au cas par cas. Donc ça, écrivez-nous en privé. Et puis, tu sais, nous, on n'est pas discriminant par rapport à ça, là. Donc, on veut le plus possible, mais il faut savoir que dans certains pays, les cultures culinaires sont des fois soit difficiles à contrôler ou sont différentes. Donc, il faut aussi s'inspirer de ça. Donc, s'inspirer. Excusez, je lis les commentaires en même temps que je parle. Fait que, mais bref, donc je fais un petit clin d'œil à Belinda là, qui m'écrit. Je vais mettre mes coordonnées, mon adresse courriel en fait dans le chat. Et puis écrivez-moi en privé pour ça. Ça fera un plaisir de vous répondre dans les prochains jours. Donc voilà, je ne sais pas si Richard, tu es dans les parages pour un mot de la fin. Sinon, ben merci. Merci de nous avoir écoutés, en tout cas ce soir. Un mot de la fin, oui. Je te lance ça demain. Ouais, un mot de la fin en népali. Ah, ben, bonne nuit. Subharatri. Subharatri! Oui.
Billy Bottom là! Donc, donc, ça voulait dire bonne nuit à demain, mais demain, non, c'était mal placé mon call finalement. Mais en tout cas, merci. Donc, dans Caravanier, c'est moi, Richard, principalement, mais il y a d'autres aussi spécialistes. On a Julie, on a Ophélie tout récemment, donc il fera plaisir peut-être de répondre à vos questions. Mais dirigez ça pour le moment parce qu'on n'est pas encore reparti sur le terrain pour un bon mois. Donc, moi ou Richard, vous verrez nos coordonnées sur le site internet où je les mets en ce moment dans le chat. Puis, on fera un plaisir d'en reparler individuellement. Merci. Bonne nuit tout le monde. Bonne soirée, bonne nuit. Puis voilà. Yes. Bon. Good. Whoops. OK.